Gabriel Attal, comme vous le savez, il est en train de se préparer pour la présidentielle. Du coup, Gabriel Attal, pour lancer sa campagne, a publié un livre dans lequel il se dévoile, dans lequel il se présente aux électeurs, à la France, aux Françaises et aux Français, à qui il a parlé. Donc Gabriel Attal mise sur le récit intime dans Un homme libre, quitte à susciter des critiques dans son propre camp. Gabriel Attal, toujours pas candidat déclaré pour la présidentielle, accélère le rythme. Il publie un nouveau livre, En homme libre, aux éditions L'Observatoire, et part en tournée dans toute la France pour le présenter. Il a commencé mercredi par une séance de dédicace dans le 16e arrondissement de Paris. Ah voilà, là, avec beaucoup de fans du 16e arrondissement. C'est vraiment la priorité car le peuple français lui parle depuis les librairies du 16e arrondissement. Il y a plein de petites vieilles qu'il aime bien. Qui disent, bon, il est un peu... Mais il est très gentil, tu sais. Hein. C'est vraiment le gendre idéal. Ah bon. Ah ouais, que des jeunes, ça. Que des chances. Il a pris un coup de vieux. Mais c'est ça qui choque un petit peu, c'est que rappelez-vous l'âge que vous aviez, la période dans votre vie où vous étiez quand Macron a été élu pour la première fois. Le temps passe. Et en fait, la temporalité politique nous fait encore plus nous rendre compte à quel point le temps passe. C'est que Macron, ça va faire 10 ans. Et en 10 ans, ouais, t'as des cheveux blancs qui poussent, quoi. Il n'est pas encore candidat, mais déjà en campagne. Gabriel Attal publie le 23 avril son livre En homme libre. Alors les gens, Gabriel Attal, En homme libre. Oh attention, il y a un avant-propos. Tu devrais écrire un livre. La personne qui parle, c'est ma mère. C'est avec elle et mes sœurs que j'ai voulu partager mon premier repas quelques heures après avoir quitté Matignon. Rappelle qu'il y est resté 6 mois. Le mec, il est resté 6 mois Premier ministre. Il a rien foutu, à part se mettre à dos l'entièreté des profs, vu que c'était l'ancien ministre de l'éducation, etc. Bref, à part se mettre à dos tous les profs du monde, bref, et à part se faire détester par tout le monde, il a rien fait. Et il s'est dit, vas-y, je vais écrire un bouquin sur le fait que quand même j'ai été Premier ministre, quoi. Il avait écrit ça sur mon petit carton quand je m'asseyais au Conseil des ministres et tout, genre j'étais le premier, quoi, yeah. Avec qui j'ai voulu partager mon premier repas quelques heures après avoir quitté Matignon. C'est pratique, ils habitent pas loin en plus. Ils habitent dans les beaux quartiers. C'est pas compliqué de trouver ta famille pour un repas. Très vite, le sujet revient. Encore et encore. Mes sœurs s'y mettent. Et dans les semaines qui suivront, mon équipe me soutiendra mordicus que c'est une bonne idée. Et change d'équipe et arrête d'écouter tes sœurs. C'est une idée de merde. C'est le cliché ultime. Ne fais pas ça. Enfin si, fais ça. Merci de l'avoir fait. Comme ça, on peut se moquer de toi. Dans un premier temps, je rechigne. Car moi, je n'ai pas d'ego, vous comprenez. Moi, je suis humble. Qui suis-je après tout pour écrire un livre? Je suis encore si jeune. Mais dans un second temps, au fur et à mesure, je me laisse convaincre pour une raison simple. La politique a besoin de sincérité et de clarté. Non, la politique n'a pas besoin d'un énième livre vide, d'un mec qui s'est cru intéressant juste parce qu'il avait été genre Premier ministre pendant 6 mois. Genre stop, je t'en conjure. Oui, un livre qu'il n'a pas écrit d'ailleurs, by the way. Hein. Oui, je travaille tellement, je ne dors quasiment pas. Et en fait, il est 5h du matin alors que je couche par écrit les derniers mots de ce livre. Non, tu l'as fait écrit par quelqu'un d'autre, on sait tous, vous avez tous des ghostwriters, genre arrêtez de nous faire croire que c'est vous qui écrivez vos bouquins. Arrêtez, vous avez été mis en contact avec un éditeur, qui vous a mis en contact avec un auteur, qui s'est dit vas-y, comme ça je vais faire un peu de maille. Oui, par un cadre du Point, ou par, je sais pas, un journaliste de France Inter, ou on sait pas, quoi, voilà. Mélenchon, il écrit ses bouquins. Tu vois, Mélenchon, il écrit pas des bouquins sur lui, tu vois, il écrit vraiment des bouquins. Et en vrai, Mélenchon, il est très transparent sur le fait que quand il écrit ses bouquins, il y travaille ensemble avec ses collaborateurs. Genre quand il a sorti Faites mieux sur les révolutions citoyennes, etc. À chaque fois qu'il présentait, il était en mode ouais, c'est un truc avec lequel on a travaillé, avec Antoine Salès-Papou, avec mes collaborateurs, des trucs qu'on s'est posés, on a analysé les trucs, ils m'ont mis au courant des bails, tu sais, genre c'est vraiment genre, même quand il présente son bouquin, il présente toujours le côté travail collectif, en mode on y a réfléchi tous ensemble, bref. La politique a besoin de sincérité et clarté. Dans un moment où elle se change bien souvent en théâtre d'ombre, où les postures remplacent les idées, où les mises en scène supplantent les convictions, je me suis décidé à écrire. Écrire pour raconter sincèrement. En fait, désolé, ça fait 2 fois que tu dis sincérité, je commence à douter de toi. Genre moi, c'est toujours les gens qui me disent vraiment crois-moi, je suis sincère, je ne te mens pas. En fait, plus tu dis ça, en fait, ok, si je parle avec quelqu'un, que je lui dis pas genre tu mens, je te crois pas, etc., mais que c'est la personne qui me dit non vraiment crois-moi, sincèrement, je te mens pas, si tu me dis crois-moi alors que je n'ai pas encore remis en doute ta parole, là tu vas me faire douter. Même si t'es le plus honnête du monde, hein, pour raconter sincèrement ces années où j'ai eu le privilège de servir mon pays et d'exercer parmi les plus hautes responsabilités de l'État. Écrire pour partager ce que vous m'avez appris et ce que j'ai compris des limites et des failles de la politique d'aujourd'hui. J'en peux plus. Les répétitions bien lourdes, le retour à la ligne à chaque putain de phrase.
Écrire pour partager ce que vous m'avez appris. Écrire pour dire en toute transparence sans rien cacher des désaccords ou des échecs. Écrire aussi pour que chacun sache un peu mieux qui je suis. Putain, il a fait des rimes en plus. Je le déteste. Quand on sert son pays, il ne doit pas y avoir de doute ou de faux semblants. Alors j'ai choisi de raconter. On a compris que tu as écrit. C'est bon, on a compris. Pareil, il fait un avant-propos pour dire c'est moi qui ai écrit. Croyez-moi, c'est moi qui ai écrit. Promis, c'est moi. J'ai pris ma plume ou mon ordi et c'est moi. Hein. Promis, c'est moi qui ai écrit ça. Non, du coup, plus tu dis ça, moins on te croit. Tu dis t'es sincère, t'as écrit le truc. Premier truc que j'ai envie de croire. T'es pas sincère, t'as pas écrit le truc. Désolé, pardon. Je choisis de raconter, blabla. Dans les pages qui suivront, je ne me cacherai pas. On a compris. T'as parlé de sincérité. Je ne me déroberai pas. Je vous dirai ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce que j'aurais aimé faire. Mais vous comprenez, c'était compliqué en tant que Premier ministre. Je vous dirai aussi, parce que j'y tiens plus que tout, ce que je veux faire pour l'avenir. Oui, regarde, on a compris, tu vas te présenter à la présidentielle. D'accord. Car je crois que la France a encore ses plus belles pages à écrire. Eh ben non, on n'a pas les plus belles pages de la France à lire devant nos yeux. Je le sais par avance. Et que, loin de la nostalgie des uns et des querelles de chiffres des autres, il y a un chemin de bonheur, d'espoir et de prospérité. C'est un témoignage personnel. Gabriel, on s'en bat les couilles de ton témoignage personnel. On s'en bat les couilles. On est à l'époque des réseaux sociaux. On est à l'époque de l'authenticité maquillée en truc du marketing. Vous nous écrivez tous des bouquins de merde dans ces vides. Il n'y a pas une seule idée, il n'y a pas un seul truc. C'est juste en mode moi, je vous ai écouté, je suis sincère, j'écoute et je veux le bonheur. Le bien c'est bien et le mal c'est mal. J'en peux plus. Liberté, c'est le titre du livre, Un homme libre. Il y a un combat fondamental qui dépasse tous les autres, le combat pour la liberté. C'est celui qui guide tout mon engagement, tout mon parcours, toute ma vie politique, comme personnelle d'ailleurs. Wink wink, je suis homosexuel. Je veux la liberté d'aimer qui je veux. La liberté est ce que nous avons de plus précieux. Arrête les retours à la ligne, j'en peux plus. Arrête les retours à la ligne. Chaque phrase n'est pas un paragraphe. Un paragraphe, ça se construit. Un paragraphe, ça se pense. Il y a une logique interne. Un paragraphe, c'est pas une phrase. La liberté est ce que nous avons de plus précieux. C'est notre aspiration la plus commune, la plus partagée. C'est l'incarnation même de la promesse républicaine. Alors, ok, je vais le lire comme quelqu'un qui écrit une copie de philo pour le bac. C'est l'incarnation même de la promesse républicaine. Pouvoir choisir sa vie, gravir les échelons de la société, être maître de son destin. C'est l'âme de la France qui a toujours été le visage et la voix de la liberté dans le monde. Pardon. Quand ça? Au moment de l'esclavage? Au moment de la colonisation? Des guerres impériales? Du néocolonialisme et l'exploitation violente des pays du Sud? À quel moment on a été le visage et la voix de la liberté dans le monde? En tout cas, pas celle des Palestiniens, en tout cas. Mais si des années d'expérience au gouvernement m'ont confié une chose, c'est que le chemin de la liberté est semé d'embûches et que beaucoup redoublent d'ingéniosité pour remettre en cause nos droits, en voulant imposer un nouvel ordre moral, en remettant en cause nos valeurs, en s'attaquant à des acquis fondamentaux et notamment ceux des femmes. Oui, il y a des gens qui veulent pas, qui sont contre nous. Et nous, on se bat. C'est deep. Ouais, du coup, c'est quoi nos valeurs? C'est l'islamophobie, c'est l'autoritarisme, c'est le capitalisme, c'est une purge, ce truc. En 2016, En Marche a été lancé en proposant de faire souffler un vent de liberté sur la France. Non, en 2016, En Marche a été lancé en proposant de faire élire Emmanuel Macron. C'est une promesse qui m'a enthousiasmé et qui a rassemblé une large majorité de nos concitoyens. La campagne de 2017 avait été centrée sur les libertés économiques et la conviction que si l'économie va, tout va. Mais du coup, ils nous ont vendu Uber, quoi. Et la dérégulation des droits du travail. Et du coup, remettre en question nos droits. Parce que désolé, pardon, je sais pas c'est qui ton nous, Gabriel Attal, mais moi, mon nous, c'est le camp des travailleurs et des travailleuses. J'ai l'impression d'être lutte ouvrière quand je dis ça. C'est le camp des gens qui travaillent et dont le capitalisme épuise la capacité de travail et prive, aliène littéralement, je fais du Marx, prive de sa plus-value. Et donc notamment, c'est ce que Macron a fait quand il a dérégulé entièrement le droit du travail et donc a remis en cause nos droits de mes nous à moi. Et mes nous à moi, Macron, il te les a pas libérés. Il a remis en cause leurs droits, en fait. Il les a même abolis. On peut quand même tirer un premier renseignement de ces deux premières pages. C'est que Gabriel Attal se situe clairement dans un E contre nous. Et c'est pas le même E et c'est pas le même nous. Son nous à lui, c'est globalement les petits bourgeois qui veulent se sentir bien et voir les oiseaux qui volent et se sentir libre économiquement. Donc c'est la petite bourgeoisie, des homosexuels qui veulent baiser
et tranquille, et des femmes qui veulent être des girl boss. Et le E, on sait pas trop c'est qui pour l'instant. On sait pas trop si c'est l'extrême droite, on sait pas trop si c'est la gauche, parce que bon, la liberté quand même souvent en opposition à l'égalité, donc on sait pas trop. C'est essentiel, mais c'est incomplet. Il manque la République. La laïcité. Vous comprenez, en fait, en 2016-2017, on était trop centré sur l'économie et on n'a pas pensé à être raciste. Voilà, on avait oublié que les musulmans étaient quand même un danger pour la République, quoi. Le respect de l'autorité, autant de valeurs indissociables de la liberté. Ah bah non, du coup, attends, je comprends pas. Parce que se plier à l'autorité, c'est l'inverse de la liberté, justement. Là, tu inverses le truc. Le respect de l'autorité, c'est déjà une abolition de sa liberté pour se plier à des règles. Donc ce n'est pas indissociable de la liberté, c'est contradictoire. Et oui, la liberté, mais pas la liberté de croire, bien évidemment, hein. Pas la liberté d'exercer son culte, etc. Non, non, parce que liberté de croire, il va te dire, mais si, tu es libre de croire en ce que tu veux, tant que ça reste dans le cadre des lois républicaines que je décide qu'elles sont contre toi. Mais non, la question, c'est pas la liberté de croire, c'est la question de exercer son culte, de faire l'acte qui, lui, pour le coup, est réprimé. Et sur ces questions, il ne peut pas y avoir de place pour l'ambiguïté. Il ne peut pas y avoir de en même temps sur les valeurs de la République, sur le respect de la laïcité, sur le respect de l'autorité. Tu te répètes, c'est chiant. Cette conviction est au cœur de mes engagements et j'ai voulu la faire avancer dans chacune de mes fonctions au gouvernement. Les valeurs républicaines sont le meilleur bouclier pour nos libertés et nous devons faire preuve d'aucune faiblesse ni d'aucune hésitation pour les défendre. Le bouclier, l'épée, très pétainiste pour ça, tout ça pour l'instant, hein. Défendre la liberté des Français, la liberté de la France, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, c'est vite. Ça veut dire quoi la liberté des Français et la liberté de la France? Libre de quoi? Libre dans quoi? Attention, le paragraphe est long. C'est mon fil rouge, mon moteur, mon ambition de liberté vaut tant pour chacun d'entre nous que pour notre pays. Une France sous contrainte est une France affaiblie. Notre pays doit être maître de ses décisions, capable d'affirmer sa souveraineté. Nous souffrons d'un sentiment de perte de contrôle, insupportable pour chacun. À chaque étape, j'ai voulu que l'on reprenne le contrôle. Comme secrétaire d'État à la jeunesse, en voulant recréer l'unité des cadres avec le service national universel. Comme ministre des comptes publics, en proposant des économies pour retrouver la maîtrise de nos finances. Comme ministre de l'Éducation nationale, en étant inflexible sur les valeurs républicaines. Et en lançant des réformes pour élever le niveau des élèves. Comme Premier ministre, en voulant protéger notre exception agricole, débloquer la France et son économie, et en lançant une grande réforme de la justice des mineurs. Discours de la droite depuis 30 ans. Oui, c'est vraiment... Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Service national universel, proposer des économies, donc politique d'austérité, en matraquant encore plus les élèves et en harcelant les élèves musulmanes, protéger notre exception agricole, donc voilà, en filant d'étal à la FNSEA, débloquer la France et en lançant une grande réforme de la justice des mineurs, donc encore plus foutre les mineurs en prison, quoi. Et bien bravo! Et bah c'est... Franchement, Gabriel, tu es tellement spécial, Gabriel. Tu es un petit flocon de neige dans un monde où tout le monde est pareil, quoi. Genre, il y a personne qui dit les choses comme toi, quoi. Genre, c'est tellement unique ce que tu nous expliques. C'est vraiment... Je n'ai jamais entendu ça de la part d'un homme politique. Waouh, je suis touché par la sincérité avec laquelle tu écris ça. Au moins... Voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'il a commencé son truc, son avant-propos en disant c'est sincère. Moi, j'ai envie de dire... Tu sais, c'est un peu le truc que tu dis quand t'oses pas dire qu'un truc c'est de la merde. Tu sais, quand t'écoutes un album, c'est de la merde, mais t'oses pas le dire à la personne qui a fait l'album. Et du coup, t'es en mode non, mais ça se voit que c'est sincère. Voilà, bah, c'est. Non, mais c'est sincère. Voilà, c'est. Au moins, tu l'as fait avec le cœur. Voilà. Et est-ce que c'est pas tout ce qui compte? Sauf qu'il a même pas fait avec le cœur, il l'a fait écrire, putain! C'est même pas lui qui a écrit cette merde! Est-ce que j'ai pu tout mener jusqu'au bout? Malheureusement, non. Mais je me suis battu. Les hommes politiques de droite, ils se battent toujours, tu sais jamais contre quoi. C'est vraiment genre, c'est. Tu sais, il a un background, quoi. Gabriel Attal, il a un vécu. Ok, il a fait l'école alsacienne, il a grandi dans une grande famille bourgeoise, des parents dans le ciné, dans la production, etc. Mais il s'est battu, en fait. Genre, il a rencontré l'adversité dans sa vie, genre. Genre, il y a des gens qui ont été méchants avec lui, quoi. Donc, poète camembert, en fait. Il a connu la vraie vie, en fait. S'il y a un enseignement que j'ai tiré de mon expérience, c'est que l'un des plus grands périls qui planent aujourd'hui au-dessus de notre unité et de nos libertés, c'est la remise en question des valeurs républicaines. Celle-ci a plusieurs visages et plusieurs incarnations. Ah, alors, qui sont les ennemis selon Gabriel Attal? Il y a les violences de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche, de face d'une même pièce. Waouh, la pensée profonde de Gabriel Attal. L'extrême droite et l'extrême gauche, c'est un petit peu pareil en fait. Parce qu'ils sont violents. Alors que nous, on est tout gentils, quoi. On est potes avec les patrons. On défonce le droit du travail. Il y a des gens qui crèvent au boulot. Mais nous, on est pas violents. On a des jolis costumes. Eux, ils sont violents parce qu'ils se tapent dessus, quoi.
Il y a le projet de haine et de division porté à l'extrême droite, qui est aussi une forme d'essentialisation qui alimente toutes les stigmatisations. Division, essentialisation, stigmatisation. Ça, je sais pas s'il y a des profs dans le chat, des profs de français, mais c'est comme ça que tu reconnais une très mauvaise copie. C'est qu'on ne comprend pas. Mais tu vois que l'élève a voulu mettre plein de mots en sion pour montrer qu'il sait utiliser des concepts. Et du coup, donc, il y a le projet de haine et de division porté à l'extrême droite, qui est aussi une forme d'essentialisation. Envers qui, envers quoi, on ne sait pas. C'est quoi le projet? On ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est de la division, de l'essentialisation qui alimente toutes les stigmatisations. Bah non, parce que du coup, c'est la stigmatisation qui... Allez. Prof d'histoire ici, et oui, la copie est red flag, mais oui, de fou. Il y a aussi le fondamentalisme religieux et l'entrisme islamiste. Parce que du coup, il y a l'extrême droite qui a un projet de division, mais il y a aussi les islamistes qui nous divisent. Donc l'extrême droite veut nous diviser, mais les islamistes, ils nous divisent vraiment. Donc en vrai, quand tu lis cette phrase, t'es en mode ça va, l'extrême droite, c'est juste un projet. Alors que les musulmans, ils le font vraiment, vu qu'ils font l'entrisme. Genre en vrai, quand tu lis cette phrase, tu te dis, bah, donc l'extrême droite est moins dangereuse que les musulmans, parce que l'extrême droite, c'est juste un projet. Genre pardon, désolé, mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, ces gens-là. Hein. C'est qu'en vrai de vrai, la théorie du grand remplacement est déjà fondamentalement intégrée par les macronistes. C'est déjà ça. Le truc de l'attaque, il y a de la dissimulation, de l'entrisme, etc., qui est une des phases de la théorie du grand remplacement, est déjà complètement intériorisé, quoi. Ceux qui le propagent ciblent d'abord les plus fragiles, les plus exposés, les plus précaires, leur expliquant que la France est le problème et l'islamisme la solution. Les prolos du chat, vous trouvez pas ça chiant, vous, parfois, quand vous êtes en mode « Ouais, putain, mon patron, il est trop méchant. Moi, j'ai rien contre le capitalisme. Mais mon patron, il a été un petit peu méchant. Comment est-ce que je peux régler ça purement individuellement et sans me syndiquer parce que le syndicalisme, c'est pas bien. » Quand vous faites ça, quand vous êtes en mode « Oh putain, c'est dur et tout. » Et qu'il y a un islamisme qui arrive avec sa longue barbe, qui dit « Wallah, wallah, le problème, ce n'est pas l'individualité de ton patron, c'est la France. Et la solution, c'est l'islamisme. » Bonne imitation de Wissam. Putain, merde, oui, je viens d'écrire les lives de Wissam, c'est vrai. Putain, merde. Ok, la solution, c'est le problème est la France et l'islamisme. La solution, on sait pas ce que c'est, on sait pas ce que ça veut dire. Le problème, c'est la France, ça veut dire quoi? L'islamisme, c'est la solution, on sait pas. Et comme ça, Gabriel Attal pourra dire, moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'ils disent. En mode qui, il, ou, donne exemple, je sais pas. D'accord, bon. Dans le monde merveilleux de Gabriel Attal, il y a des islamistes qui disent une seule solution, l'islamisme. Mais déjà, eux-mêmes n'utilisent pas le mot islam. Bref, ils s'en prennent aux jeunes d'abord. Et avant tout, dans des prétendues écoles ou des clubs de sport. Dans des prétendues écoles? Ah, en mode école coranique, genre? Ou des clubs de sport, leur apprenant dès le plus jeune âge à défier les lois de la République ou refuser l'égalité entre les femmes et les hommes. Tous les clubs de sport, donc. Ah oui, des lycées en mode Averroès. Ah ouais. Oui, les écoles musulmanes privées sous contrat, oui. Genre les deux écoles musulmanes privées sous contrat qui existent en France, parce que globalement, les gens... Oui, le mec est allé à Stanislas. Déjà, la plupart des clubs de sport, surtout quand tu fais des sports collectifs, etc., t'es séparé entre garçons et filles, et ce très très jeune, avant même la puberté souvent. Bref. Et frère, t'as été à Stanislas, Gabriel Attal. Attends, est-ce que tu veux... T'as été à l'école alsacienne, puis à Stanislas. L'univers sexiste, homophobe et autoritaire de Stanislas. Bah alors, le meilleur lycée de France. Bah attends, je comprends pas, parce que normalement, le sexisme, c'est contre les lois de la République, vu qu'on a dit l'égalité. L'homophobie, c'est contre les lois de la République, tu le dis toi-même, il va bien raconter à quel point il est homosexuel et que c'est tellement dur. Du coup, par exemple, Stanislas vise les plus fragiles, c'est-à-dire les jeunes, on leur apprend dès le plus jeune âge, dès le primaire, hein, à Stanislas, à défier les lois de la République, notamment autour de l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre l'homophobie, et éventuellement aussi la lutte contre la contraception, enfin le droit à la contraception aux femmes à disposer de leur corps, parce que vous parlez de l'éducation sexuelle à Stanislas PTDR. Ah, il a pas été à Stanislas, Gabriel Attal. Ah, il s'est juste contenté d'étouffer l'affaire. Attends, donc il était juste à l'école alsacienne, il était pas à Stanislas, il a même pas de déférence à avoir envers ce truc, mais juste il les a défendus gratos quand il était ministre de l'Éducation nationale et qu'il a eu sur son bureau le dossier de toutes les violences qu'il y avait là-bas. Ok. Partout, il bénéficie de la complaisance de certains élus par électoralisme. Attends, quoi? Partout? Où? Qui? De qui tu parles? Alors, en tant que prof, désolé, pardon Gabriel, attends 2 secondes, je sais que t'as fait des lycées d'élite, mais du coup, sujet, verbe, complément, tu parles de qui? Moi, j'ai appris que si tu fais une phrase qui affirme quelque chose, elle doit être suivie d'un exemple, le sujet doit être clairement identifié, et cet exemple doit être contextualisé et amener à la conclusion où tu peux dire ta phrase un peu péremptoire. C'est pas comme ça qu'on écrit, Gabriel. Tu as été dans les écoles d'élite. Comment est-ce que tu as fait?
Partout, ils bénéficient de la complaisance de certains élus par électoralisme. Donc, globalement, les méchants insoumis, quoi. Ils ont des relais, notamment à l'extrême gauche, qui, par idéologie ou par cynisme, alimentent les procès en victimisation. Oui, parce que bien évidemment, ils ne sont victimes de rien. Ils alimentent les procès en victimisation. En fait, c'est des méchants qui se victimisent. Parce que lui, en tant que bourgeois, il sait ce que c'est qu'être une victime. Dès qu'on dénonce l'islamisme, il se trouve au jour un élu de LFI pour nous traiter d'islamophobe. La France insoumise est ainsi le premier parti à mettre un signe égal entre l'islam et l'islamisme. Cela me répugne, il me révolte. L'islam et l'islamisme n'ont rien à voir. L'écrasante majorité de nos concitoyens musulmans manient la religion, ils sont gentils. La majorité, ils sont gentils, mais la minorité, ils sont méchants. Mais on va quand même passer notre vie à dire que quand même les musulmans, la plupart, ils sont quand même très méchants et que quand même le terrorisme... Ouais, bon, ok. Nazi de merde. Je mentirais si je disais qu'en 2017, j'étais pas de ceux-là qui minimisaient la situation. Je savais qu'il existait ça et là des dérives qu'elles pouvaient être sérieuses, mais j'en conviens. Oui, tu as été radicalisé. Oui, tu as été radicalisé, Gabriel Attal. La réalité des faits m'a rattrapé dès mon entrée au gouvernement. Ah, alors pourquoi... Ok, attends. On arrive à un truc. Gabriel Attal nous explique pourquoi il est islamophobe et pourquoi il trouve qu'il a raison d'être islamophobe. Attends, on y vient. Concentre-toi, Cassandre. Qu'est-ce qui a fait que Gabriel Attal a été convaincu idéologiquement de l'islamophobie? Nommé secrétaire d'État à la jeunesse, je suis alerté par les nombreux problèmes d'entrisme qui existent dans les écoles ou des associations. L'entrisme, c'est ce qui définit la stratégie de certains mouvements... Attends, t'es alerté par qui? C'est quoi, quel entrisme? C'est ce qui définit la stratégie de certains mouvements islamistes pour s'infiltrer progressivement au sein d'institutions ou de structures de la société, d'influencer les décisions, les normes ou les valeurs. Ma directrice de cabinet, Fanny Anor, me dresse un tableau préoccupant de la situation. Il progresse sans que nous ayons les moyens aujourd'hui de l'en empêcher. Attends, il parle de quoi? Il parle de l'islamisme ou il parle de la peste, là? Surtout, il est une bombe à retardement formant des milliers de jeunes à défier les lois de la République, refuser la laïcité et regarder la France avec défi. On est dans le grand remplacement, là, pardon. Former des milliers de jeunes à défier les lois de la République. On est en mode, il y a une armée de musulmans qui vont faire la guerre civile, là. Allô? Alors que défier les lois de la République, c'est quoi? C'est faire des tags et vendre du shit? Ça, calme-toi. Hein. S'il y a bien un risque à voir notre pays se fracturer irrémédiablement et peut-être s'affronter demain, il vient de là. Vous voyez, l'extrême droite, elle vous dit, les islamistes étrangers déferlent sur nos frontières et préparent la guerre civile ou la guerre raciale. Lui, il dit, notre pays va se fracturer irrémédiablement et peut-être s'affronter demain. Donc on n'a pas l'impression qu'il parle de guerre raciale, mais s'affronter, il a un discours de guerre civile raciale. Oui, totalement. Gabriel Attal est un putain de fasciste. C'est pas parce qu'il a des mots un peu plus empoulés à la con qu'il est moins fasciste que les autres. Ce constat, nous sommes plusieurs à le faire au sein du gouvernement et à remonter nos alertes à l'Élysée. Le président lui-même décide fin 2019 de lancer des travaux pour faire un état des lieux de la situation et nous doter des outils. Ah tiens, 2019, tu veux dire le moment où il y a eu la grande marche contre l'islamophobie et qu'il y ait commencé à y avoir un peu une remontée en flèche des mobilisations de la société civile contre les discriminations que subissent les musulmans et les musulmanes. Intéressant ça. Et de nous doter des outils qui nous manquent pour riposter. Comme secrétaire d'État à la jeunesse, je décide de m'investir totalement dans ce travail. Je suis lucide. Rien dans ma vie ne m'a véritablement confronté à ce phénomène. J'ai grandi à Paris dans un milieu aisé et je suis élu d'une circonscription dans les Hauts-de-Seine à l'abri de ces enjeux. Oui, il est élu genre à Vanves. Il y a que des vieux de droite, c'est l'enfer. C'est Vanves ici les Moulineaux quoi. L'enfer. Que des vieux de droite. Pour prétendre répondre à un problème, il faut d'abord le connaître et s'y confronter. Alors je demande à mon équipe de m'organiser des déplacements sans caméra dans des communes particulièrement confrontées au problème. Nous sommes au tout début de l'année 2020 et je me rends notamment à Mulhouse, à Vénissieux ou encore à Maubeuge. Là-bas dans le nord, j'ai pris une véritable claque. Il y avait des prolétaires autour de moi. Je n'avais jamais vu ça. Moi j'ai grandi dans les quartiers riches de Paris et je suis élu d'une circonscription de riches, de vieux riches, de droite. Donc je ne comprends pas vraiment pourquoi il y a des pauvres autour de moi. Bah en plus ils sont pas blancs quoi. Ils avaient les cheveux gras, des pouilleux. Bah, Maubeuge, bah, Vénissieux, bah, Mulhouse. Après, je suis d'accord, Mulhouse, c'est chaud. Quoi. Oui, traduction, il a vu une mosquée, quoi. Il a vu des musulmans, il a vu des mecs en camis et des meufs qui portent le voile, quoi. Waouh, elle refuse tellement la laïcité en portant le voile dans l'espace public, ce qui est absolument pas. Bref, on s'en fiche. Maubeuge a longtemps été une ville industrielle, marquée par la sidérurgie, avant de voir ses usines disparaître et de se sentir abandonnée par les pouvoirs publics successifs au déclin économique, social et démographique. Bah du coup, je croyais que quand l'économie va, tout va. Bah du coup, c'est la preuve que là, l'économie va pas, et du coup, tout va mal. Du coup, c'est votre faute, puisque c'est vous qui êtes responsable aussi par la désindustrialisation démographique. Déclin démographique. Bien sûr, différents gouvernements et collectivités locales ont pris des initiatives pour tenter de redresser la barre. Mais l'absence d'emploi, l'absence d'État, ont laissé un espace béant dans lequel certains ont pu s'immiscer. Donc vous voyez, il y a des gens qui appellent ça survivre. Des gens, ils disent, on a été abandonnés, tous nos métiers ont été délocalisés, toutes nos usines ont été fermées parce que les patrons voulaient s'en mettre plein la poche avec leur putain de parachute doré de merde. Du coup, bah, on va survivre. Et pour Attal, des prolos qui essayent de survivre, c'est un espace béant dans lequel les gens s'immiscent. Oui, pardon, désolé, ils vont pas crever la gueule ouverte en attendant que le gentil État fasse quelque chose pour eux, en fait. Oui, la population s'auto-organise. Les gens font des trucs. Les gens vivent leur vie. Et les gens vivent leur vie dans les conséquences de ça, en fait. Ouais. Ils sont pas comme toi, à l'école alsacienne, à se dire « Ah là là, je vais peut-être devenir comédien, je ne sais pas, parce que vous comprenez, mes parents, ils sont dans le cinéma. » On dirait qu'il a la décennie noire qui va commencer quand il est « Oui, de fou, on a l'impression qu'on est au bord de la guerre civile. » Non, il y a juste des pauvres qui survivent. Et ce serait bien qu'ils ne soient plus pauvres, en fait, qu'ils n'aient plus à survivre. Ce serait plus mal,
quand même. Je le mesure dans une école primaire que je visite. Je découvre un établissement qui incarne tout ce qui a été mis en place ces dernières années pour les écoles de quartiers difficiles. Les locaux sont entièrement neufs, les élèves ne sont que 12 par classe, les enseignements et l'équipe de direction bénéficient désormais d'une prime importante instaurée pour les territoires les plus difficiles. Un petit déjeuner est servi tous les matins aux élèves gratuitement. Bref, la première chose que je me dis, c'est que cette école, chacun en rêverait pour ses enfants. Les familles doivent être ravies, dis-je un peu. Voilà, je découvre une école où franchement, on fait tout pour eux, quoi. Genre, franchement, ils le méritent pas. Hein. Mais l'État fait des largesses qu'il n'aurait pas à faire. Hein. Voilà, moi, j'aurais aimé avoir une école comme ça quand j'étais jeune. Moi, j'ai dû subir une école primaire où je n'avais pas de petit déjeuner gratuit, en fait. Je devais me contenter de manger le petit déjeuner que me préparait ma mère le matin, quoi. Là, c'est en mode, déjà, c'est too much. Déjà, on leur donne trop. On devrait pas. Et je vais vous prouver que quand on donne de la thune aux pauvres, ils en font rien parce que c'est des putains de pauvres, des putains d'inférieurs congénitaux. Ratio? Oui, pardon, sa mère, non, pardon. Pas sa mère, en effet, sa nounou. T'as raison. C'est vrai qu'il y avait la bonne qui venait dès le matin. Parce que, attends, faut bien qu'elle emmène les enfants à l'école et qu'après, qu'elle commence à faire le ménage, quoi. Voilà. Qu'elle range la chambre des enfants, qu'elle refasse leur lit, qu'elle récupère tous les jeux par terre. Enfin, voilà. Les familles doivent être ravies, dis-je un peu naïvement à la directrice de l'école. Tout était parfait, me répond-elle, jusqu'à l'ouverture de l'association. Tom, tom, tom. Mais quelle est cette association qui a ouvert et qui a ruiné les efforts de cette école républicaine? L'association en question s'appelle Centre Lumière. Elle accueille à quelques mètres de là, prétendument pour de l'aide aux devoirs, une bonne partie des enfants les mercredis et les week-ends. En réalité, derrière ces murs se cache un centre d'endoctrinement, où l'on réécrit l'histoire, où l'on apprend que les filles ne sont pas les égales de garçons et que la religion est au-dessus de tout, y compris de la République. Donc il y a une asso d'aide aux devoirs, tenue par des mamans de quartier, qui s'est ouvert pour aider les enfants à étudier, donc avoir des meilleures notes dans l'école de la République. Et c'est la preuve de l'entrisme islamiste. Et c'est cette association qui est responsable du fait que parfois les élèves ils disent des trucs misogynes dans la cour d'école. Donc vous allez nous dire que les élèves qui apprennent des trucs misogynes et patriarcaux, c'est uniquement la faute de cette association qui en effet, comme tu dis Antoine, hein, qui remplace l'État dans son dysfonctionnement, qui remplace l'école dans son dysfonctionnement. Peut-être que vos profs sont nuls à chier. Peut-être qu'en fait, les parents peuvent pas aider leurs enfants à faire leurs devoirs parce qu'ils travaillent et qu'ils n'ont pas le temps. Et donc en fait, les enfants c'est uniquement pour ça. Le reste de la société n'a aucun impact. Ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux, ce qu'ils entendent à la maison, ce qu'ils entendent parfois de la part des professeurs, hein, pardon, parce que votre école de la République, moi j'y crois pas, hein, que les profs n'aient absolument aucun biais genré. Pardon, désolé, pardon. Il y a les profs qui sont chargés de faire la police du vêtement des meufs, ils vont pas leur inculquer des trucs misogynes. Allez, à d'autres. Bah oui, les mamans ont des hijabs, qu'est-ce que tu comprends pas? Elles n'ont pas honte. La directrice de l'école, je la sens passionnée par son métier, désespérée par la situation, mais certainement pas prête à renoncer. Avec moi, elle sent qu'elle tient une oreille attentive et peut enfin vider son sac. Oui, il se met très souvent en scène avec des femmes en mode profème à la con, quoi. Les faits sont accablants. Elle me raconte à quel point les enfants qui fréquentent l'association après les cours changent radicalement. Ils refusent de chanter lors des enseignements de musique, car on leur a dit que c'était mal et interdit. Déjà d'une, je refuse d'écouter le mec qui a participé à l'omerta sur le scandale de Stanislas et qui continue de participer à l'omerta autour du scandale Stanislas. Déjà d'une. Si tu veux parler d'embrigadement religieux, il est dans l'école de la République, là, il est dans Stanislas. Et de deux, pardon, mais on parle d'enfants de quel âge? Une école primaire. Désolé, hein. Il se trouve que j'ai été en école primaire, croyez-le ou non. Et en fait, quand tu grandis et que tu es un petit garçon ou une petite fille, tu intériorises progressivement des trucs patriarcaux et genrés. Moi, j'étais dans une école primaire absolument pas religieuse musulmane, je sais pas quoi, t'inquiète pas, il y avait des blancs autour de moi. Il y avait aussi des noirs, parfois, mais il y avait des blancs autour de moi. Tu sais. Et en fait, ouais, en CP, tous les enfants, ils chantaient, ils dansaient. En CM2, les garçons, ils commençaient à plus vouloir chanter. En CM2, les garçons commençaient à vouloir rouler des mécaniques, à pas faire des trucs de meufs, etc. Genre, en fait, on intériorise les stéréotypes de genre et notre place genrée dans la société aussi dans ces âges-là. Donc peut-être que si la super école de la lumière et de la République ne suffit pas à contrebalancer le fait que peut-être ailleurs, on leur apprend des trucs un petit peu misogynes, on leur apprend des trucs un peu patriarcaux comme partout dans la société. En fait, si l'école n'arrive pas à compenser le fait que la société existe, c'est peut-être le problème. Peut-être que le problème, c'est l'école en fait. Même avant le CM2, chanter c'est pour les filles, moi j'aime le foot. Bah oui, de fou. Lorsque vient la période de l'année où les enfants apprennent à nager à la piscine de la ville, elle voit toujours plus de parents produire des certificats médicaux, toujours des mêmes médecins pour dispenser leurs petites filles de séances de natation. Enfin, je m'en souviens encore, elle me montre un ballon de football qui a été confisqué à 2 enfants sur lequel avait été inscrit en gros au
marqueurs réservés aux musulmans. Et c'est un drame ça? Que des gamins fassent des conneries? En fait, tu sais, il va y avoir des gens qui vont être en mode non mais arrête, ça se trouve c'est vrai, peut-être qu'il y a vraiment des problèmes, etc. Peut-être qu'il y a des problèmes. Mais la raison pour laquelle on transforme ces petits problèmes et petits accrochages du quotidien en drame, c'est parce qu'on considère que ces gens-là sont inférieurs, parce qu'ils sont étrangers, parce que c'est dans leur gène qu'ils ne peuvent pas se mélanger à la République, parce que fondamentalement c'est des étrangers, et qu'ils n'ont vocation à rester que des étrangers, et que du coup, des enfants qui écrivent sur un ballon réservé aux musulmans, c'est pas juste une petite connerie d'enfants qui disent des bêtises et à qui on va parler, et voilà, non, c'est des gens qui sont condamnés à devenir des terroristes. Ça, c'est le racisme. Pardon. Considérer que ces enfants sont définis par le fait de s'être marrés à écrire un truc au marqueur en disant non, c'est la balle des musulmans, etc. Ça, c'est du racisme. C'est les condamner à n'être vus toute leur vie que comme des problèmes, comme des gens responsables de drames, donc des terroristes. Enfin, pardon, mais le drame ne s'arrête pas là. C'est un drame, apparemment. En fait, le drame, c'est que les putains de profs directeurs de cette école sont trop racistes pour parler à leurs enfants de manière normale. Genre, désolé, ça se trouve, c'est une école très très bien, ça se trouve, c'est super, vous avez très peu d'enfants par classe, c'est génial, super, etc. Bah, apprenez à leur parler normalement, du coup. Et ça se trouve, c'est vraiment dur, vous comprenez, parce que les parents peuvent pas, etc. Bah, peut-être arrêter d'être racistes envers eux. Ils sont définis par être musulmans et donc des islamistes dans leur vision du monde. Bah oui. Moi, c'est l'excuse allergie au chlore, idem pour mes 3 sœurs, on n'a jamais pu aller à la piscine. Bah oui, mais en même temps, je vous renvoie, c'est un vieux react que j'avais fait sur la laïcité, le problème des enfants qui veulent pas aller à la piscine, etc. J'avais react à l'époque à un documentaire sur la menace de la laïcité où notamment il parlait beaucoup du fait que les enfants voulaient pas aller à la piscine. Et ce qui est fascinant dans ce documentaire, c'est que quand, tu sais, ils avaient des séances un petit peu de médiation avec les élèves, ils demandaient aux élèves pourquoi tu veux pas aller à la piscine. Et typiquement dans ce documentaire, t'as des séances de médiation entre les élèves et les profs parce que les profs ils voient bien que t'as pas mal d'élèves, notamment des meufs, qui refusent d'aller à la piscine, etc. et qui sont en mode bah non désolé je veux pas y aller, etc. Voilà, et qui sont un peu butés. Ils mettent en place des séances de médiation dans lesquelles les élèves articulent très clairement ce qu'elles veulent. Les meufs parlent de la puberté, du fait que leur corps change, du fait qu'elles sont complexées par leur corps. Les élèves musulmanes parlent du fait qu'elles aimeraient avoir le droit de porter un maillot de bain plus couvrant, de ne pas avoir... Et là-dessus, t'as même des élèves non musulmanes, blanches, qui disent « En vrai, j'aimerais bien aussi avoir un maillot de bain plus couvrant parce que j'ai peur du regard des garçons sur mon corps. » Leur prof, il leur répond « Ouais, mais en fait, c'est le rôle de l'école de vous apprendre à pas être complexé par votre corps. Donc, en fait, vous devez apprendre. » Bah, nique ta mère, en fait. Bah, en fait, va te faire foutre. Non, mais en fait, l'école, tu dois apprendre à pas être complexé, donc vas-y, mets-toi un maillot de bain devant les mecs. Non, en fait, non, allez vous faire foutre. Et en fait, donc c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est que la seule raison pour laquelle ça devient des drames nationaux, c'est parce que les adultes, le gouvernement, l'État, les recteurs, tout ça, sont trop racistes pour se dire trop adultistes aussi, parce qu'il y a de l'adultisme aussi là-dedans, pour se dire que peut-être qu'en face d'eux, ils ont des enfants qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils en sont, qui peuvent articuler leurs demandes, ils peuvent discuter posément et trouver des solutions. Tu veux leur apprendre à nager parce que c'est un enjeu de santé publique, et oui, c'est un immense enjeu de santé publique d'apprendre à nager parce que c'est de la prévention contre la noyade. C'est à ça que servent les cours de natation, c'est très important. Bah dans ce cas, tu te débrouilles pour que les cours de natation et la transmission de ce savoir important pour la santé publique en France, que la transmission de ce savoir se fasse dans les meilleures conditions possibles pour les personnes. Point, barre, à la ligne, c'est ta responsabilité, t'es l'école, tu dois leur enseigner ça. L'école vous apprend à accepter de vous faire harceler pour votre bien, oui, mais c'est la logique de l'omerta. Tu te fais harceler, ah non, faut pas trop en parler parce que sinon après les gens ils vont en parler, il y aura, et du coup ils vont être méchants envers les profs, ils vont dire que c'est la faute des profs et on va nous faire une Samuel Paty. C'est la logique de l'omerta. L'islamophobie à l'école sert d'autant plus à renforcer l'omerta. On te dit attention, si tu parles, tu risques de subir pareil que Samuel Paty. Et du coup, comme ça, les profs ils ferment bien leur gueule, ils aident pas les élèves et on continue de les violenter tranquille. Genre, et c'est pratique parce que du coup derrière, ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui auront le soutien de leurs parents à la maison, c'est ceux qui auront la thune pour avoir des cours du soir certifiés sans islamisme. Et donc c'est eux qui continueront d'avoir accès à l'élite de la nation et aux meilleures universités et aux meilleurs métiers, quoi. Pour bosser dans les écoles, avec ça, je vois seulement le regard des mecs à la piscine. Je vois pas seulement le regard des mecs à la piscine, mais aussi des maîtres nageurs. Mais oui, de fou, est-ce qu'on en parle des putains de maîtres nageurs? Le regard lubrique là sur les gamines, bref. En fait, et en plus, j'accuse pas les maîtres nageurs d'être des pédos. Noto le maître nageur. Mais en fait, quand t'es une gamine, quand ton corps se développe, tu développes un 6e sens aussi, en fait. Tu développes un 6e sens. Tu sais comment les gens regardent ton corps. Genre, et ça, franchement, l'instinct féminin là-dessus, il est à 99% infaillible, en fait. Quand t'es une gamine, tu réalises très
très très vite que les adultes te regardent. Et donc, bah, c'est l'enfer. Et donc, je dis pas que c'est la faute que le maître nageur regarde spécifiquement cette gamine de façon lubrique, etc. Mais juste, tout ce que t'as dans ton corps de petite meuf, avec la puberté, les seins qui commencent à pousser, à pointer, t'es mal à l'aise, tu te mets comme ça pour cacher parce que du coup, ça pointe et c'est un peu, les gens ils vont regarder, etc. Tout ce que tu sais, c'est que les gens te regardent et t'as envie de fuir cette situation parce que t'es mal à l'aise. Et en vrai, généralement, ton instinct, il a raison. Je rappelle qu'on se fait beaucoup plus harceler à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Oui, 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 très vrai. Profs de sport, ils sont pas nets, je suis contente d'avoir fait la plupart de mes cours de piscine avec des profs meufs. Bah ouais, de fou. Bref. Le drame ne s'arrête pas là. La directrice m'apprend aussi que les déscolarisations de l'établissement ont augmenté de 20%. Autrement dit, dans ce quartier le plus défavorisé de l'une des villes les plus défavorisées de France, où un investissement massif des pouvoirs publics est conduit pour l'éducation dans une école modèle, des familles préfèrent scolariser leurs enfants à la maison. Ou alors peut-être que ton école modèle, derrière le truc de on met de l'argent, ils sont pas beaucoup par classe, etc., derrière ton truc de soi-disant faire des largesses aux pauvres, en réalité, t'as refait une école violente, raciste et dans laquelle les enfants sont malheureux en fait. En fait, eux ils sont en mode, vas-y la gauche nous dit qu'il faut mettre de l'argent dans les services publics. Mais quand on en met, ils ne veulent toujours pas. Bah oui, parce qu'en fait, faut aussi se comporter comme un service public quoi. Y a pas un monde où c'est possible, ou quoi est possible. Je sais que depuis tout à l'heure t'as envie de le croire Gabriel Attal. Mais vas-y, ou quoi est possible. Où c'est possible que les gens sont tellement islamistes qu'ils déscolarisent leurs enfants dans cette ville-là. J'ai ensuite de spécifier à chaque réunion de piscine que tous les maillots sont autorisés. Mais ça c'est cool parce que ça dépend de la piscine. Je sais que dans le documentaire auquel on avait réact, l'école elle se cachait derrière le fait que la piscine municipale refusait les tenues plus longues. Et qu'en fait, parce que vous comprenez, c'est la laïcité et qu'il faut pas mettre des burkinis, quoi. Une asso soit chelou, c'est possible, mais par contre, stop, c'est pas une affaire nationale, c'est un truc marginal. Bah oui, c'est fort possible qu'il y ait des trucs qui clochent. Bah dans ce cas, s'il y a des trucs qui clochent, pourquoi vous faites confiance à Gabriel Attal quand il vous dit que l'école tout roule, que cette école est parfaite, que c'est la meilleure école du monde, que c'est l'endroit le plus épanouissant possible pour un enfant? Pourquoi vous le croyez? C'est l'école c'est l'enfer. À la maison, vraiment, l'inspectrice de l'éducation nationale qui est présente lors de ma visite me l'affirme. Les enfants concernés ne bénéficient absolument pas de la prétendue instruction en famille prévue par la loi. Ils sont en réalité accueillis au Centre Lumière, association devenue une sorte de madrasa clandestine, en dehors de tout cadre légal. Notre droit est jalonné d'absurdités qui nous empêchent d'agir, notamment pour ce combat. Certes, les services de l'éducation nationale ont la possibilité et même le devoir de contrôler la réalité de l'instruction en famille, mais le droit exige que les inspecteurs préviennent les parents du jour et de leur précisent de leur visite des semaines en avance. C'est quoi madrasa? École coranique. Madrasa, c'est école en arabe pour ceux qui se demandent. Ah, attends. Madrasa, c'est le nom, le mot école en arabe? Et donc lui, il utilise le mot arabe pour sous-entendre c'est une école d'étrangers, quoi. D'accord. Aussi, tous racontent la même inspection. Lorsqu'ils se rendent au domicile à la date annoncée, les enfants sont présents, les parents ont visiblement été préparés et les mêmes réponses sont faites aux questions posées, parfois au mot près. La manipulation est évidente. Spoiler alert, quand vous faites des inspections sur les profs, c'est pareil. Un exemple. Parmi les éléments à contrôler, il y a notamment l'accès à une éducation artistique et culturelle. Dans tous les domaines contrôlés, les parents présentent un CD censé prouver que les enfants écoutent de la musique. Les inspecteurs se sont très vite rendus compte que dans chaque domicile, le CD avait une même fêlure sur la jaquette. En réalité, les familles apprenaient plusieurs semaines auparavant qu'elles allaient faire l'objet d'un contrôle. Se passe entre elles un même kit de matériel pédagogique à présenter le jour du contrôle. À la fin, les inspecteurs se retrouvent démunis, convaincus qu'on se moque d'eux, mais sans être en mesure de le prouver. C'est quoi cette Zumba? C'est quoi ce complot? Donc en gros, ils font des inspections, ils trouvent rien, et c'est la preuve que les islamistes, ils sont quand même retors. Parce que concrètement, là, ils font des inspections, ils sont en mode non, je suis sûr qu'ils contreviennent à la loi, je suis sûr, regarde, c'est disque qui est fêlé, je suis sûr, c'est les mêmes que j'ai vu derrière. Non, désolé, vous êtes juste trop raciste. Les gosses, ils écoutent de la funk sur l'hôtel de papa. Mais oui, mais en plus, genre, désolé, un CD en 2026, un CD. Mais genre, les familles pourraient pas s'acheter le même CD, donc il y a 12 familles qui se sont passées un Blu-ray rayé. Non, mais oui. Le complot du CD fêlé dans les gens qui font l'école à la maison pour leurs enfants. Et en plus, il y a un vrai mouvement, en vrai de vrai, genre, il y a un vrai mouvement d'école à la maison. Je sais qu'il m'avait parlé. Moi, par principe, je suis plutôt contre l'école à la maison, mais vas-y, je vais pas faire chier les gens qui le font, tu vois. Et je sais qu'il y a tout un mouvement de gens qui font, notamment mené par des mamans musulmanes qui font l'école à la maison juste parce que les profs sont trop racistes. Et qu'en fait, quand tu récupères ton enfant régulièrement en larmes, exclu des activités et qui te dit que la prof a été raciste et que toi, en tant que daronne, tu le crois parce que tu sais que les profs sont racistes parce que tu leur as parlé, mais que tu sais très bien que jamais tu pourras te plaindre auprès de l'établissement parce qu'ils vont dire que t'es qu'une islamiste, en fait, ouais, la tentation de retirer ton enfant de l'école et de se dire vas-y, au moins avec moi, mon enfant aura un meilleur cadre, il existe. Moi, je dis pas que je suis pour parce que moi, j'estime que c'est au niveau de l'école que ça doit être réglé et que l'école doit être un cadre qui permet ça. Moi, j'ai du mal avec l'enfermement dans la famille, même si en vrai de vrai, souvent, l'école à la maison, c'est souvent une mise en commun aussi des enfants. Enfin, bref, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais je comprends parfaitement ce qui amène les darons à retirer leur gosse de l'école. Bah oui, quand ton enfant, il se ramène et qu'il est en larmes et qu'il est en mode l'école c'est trop violent, t'es une maman, t'as envie de protéger ton gosse, t'es en mode je dois l'enlever de cette situation de violence. Bref, du coup. Donc là, pour l'instant, on est à la 11e page de son bouquin. Direct, il ouvre sur l'islamisme. Direct, sa première obsession, c'est quoi? C'est les islamistes qui font de l'entraînement
prisme et qui gangrène la République. Très intéressant. Je vous propose qu'on passe à la suite. Oui, c'est lui la baya et tout. Oui. Ma petite sœur qui s'appelle Melinda, mais qui a la peau trop foncée au goût de sa prof visiblement, a été appelée par 1000 autres prénoms que le sien toute l'année. Bah oui, non mais ça, que ce genre de microagression, bref. Mon père, oh, ça y est. Ah, ça y est. Ok, j'ai. Ok. Parce que moi, je veux savoir, parce que je sais que dans son bouquin, Gabriel Attal, il fait du storytelling. Parce qu'en fait, globalement, oui, première partie, il raconte la dissolution, c'était trop dur. Et puis d'abord, Macron, il m'avait ghosté, il m'avait même pas prévenu qu'il allait dissoudre, alors que j'étais quand même un bon Premier ministre. Et regardez, j'ai été Premier ministre pendant 6 mois, je suis quand même trop fort. Hein. Et en plus, j'étais vraiment jeune comme Premier ministre. Et vraiment, la dissolution, elle a été méchant avec moi. Et du coup, je vais utiliser ça pour récupérer le parti et pour me présenter et pour tuer le père. Macron, il a été méchant avec moi et c'est un petit peu la façon qu'il utilise pour se distinguer de Macron et du macronisme. Maintenant, moi, je veux savoir sa vie personnelle. Parce que moi, on m'a dit qu'il avait beaucoup à ouin dans ce bouquin. Mon père, on ne se remet jamais vraiment de la mort de ses parents. On s'y habitue, c'est tout. J'avais 26 ans quand mon père est décédé. Beaucoup de personnes traversent le deuil d'un parent bien plus jeune ou bien plus seul que moi. De mon côté, j'avais la chance d'être amoureux et aimé d'un homme entouré d'une famille soudée. Je n'étais plus enfant ni même adolescent. J'emportais avec lui des souvenirs, des discussions, des passions. Et pourtant, je ne me suis jamais vraiment remis de sa mort. Chaque jour, je pense à lui. Je m'imagine ce qu'il penserait, ce qu'il dirait, quelle mimique il ferait. Je devine son air goguenard en me voyant à la télévision ou franchir le seuil d'un ministère. Je l'imagine fier, je l'espère fier. Lui qui m'a transmis le goût de l'engagement et des combats. Il a dit des choses, ok. Lors de chaque passation de pouvoir, il y a toujours eu un instant où j'oublie qu'il n'était plus là. Un instant où je le guettais dans la cour après avoir posé mon regard sur ma mère et mes sœurs. Je le cherchais et me demandais « Où est papa ?» 68 art impénitent et libertaire intégral, il plaçait la liberté, sa liberté, au-dessus de tout. Oui, donc c'était un connard d'égoïste, quoi. Il refusait de transiger avec et suivait ses instincts et ses passions. Longtemps avocat à succès, il a ensuite décidé de changer de vie pour devenir producteur de cinéma. Oui, donc c'était un connard égoïste, quoi. Le pari était fou. Non, le pari était pas fou, il était riche. Mais il a été réussi. Il est parvenu à se faire une place dans le milieu et produire. Attends. T'es en train de nous prétendre que ton daron, il est parti de rien, il a gravi l'échelon social, frère, il était avocat. Il était avocat, il est devenu producteur de cinéma. Je sais pas ce que t'essaies de nous prouver, mais globalement, oui, c'était un bourge, quoi. Le pari était fou, mais il a été réussi et il est parvenu à se faire une place dans le milieu et produire quelques films aux côtés de monstres sacrés du cinéma, comme Talent aiguille de Pedro Almodovar, Le monstre de Roberto Benigni ou encore Déjà mort, le premier film d'Olivier Dahan qui connaîtra la consécration quelques années plus tard avec La Môme. Après le divorce de mes parents, nous passions mes sœurs et moi tous les mercredis et un week-end sur deux chez lui. Et ces moments avec lui étaient ceux de notre apprentissage politique et culturel. En gros, c'est en mode, je suis un bourge, mais quand même mon père il est mort, donc j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. Bah écoute, force à toi. C'est mon père qui a éveillé ma conscience politique. Il n'a jamais été militant, il n'a jamais voulu être élu, mais était passionné par la chose politique. Sympathisant socialiste, profondément attaché à la laïcité, il lisait tous les grands débats politiques et avait un avis sur toutes les questions qui traversent la société. C'est lui qui le premier me parlait d'actualité et le faisait avec une fougue et un emportement qui me fascinait. C'est lui qui m'a donné le goût de la liberté et de la révolte, notamment face à l'injustice. Mais tu te révoltes face à toi? Face à quoi? Quelle merde! Oh là là, mais Gabriel Attal, face à quoi tu te révoltes? Tu te révoltes face à quoi? Face au fait que, ah là là, la vie c'est dur quand t'es bourgeois? Pour l'instant, tu te révoltes face à la gauche, là. Tu te révoltes face au fait que quoi? Que la gauche, elle veut augmenter les impôts? Et que tu comprends, c'est pas bien pour l'économie, quand même. Frère, t'as fait Sciences Po. Tu te révoltes contre quoi? Moi aussi, j'ai fait Sciences Po. Je vais pas prétendre que je suis révolté. Oui, face à l'islam, oui. Face aux droits des travailleurs, exactement. Face aux mamans de quartier qui portent le voile et qui sont payées infiniment moins cher que lui quand elles ont un travail. Bref. Je trouve ça deep. Lui, il a jamais voulu être élu. C'est vraiment un truc de bourgeois. Tu choisis si tu veux être. Oui, alors ça, c'est très vrai, Gital. T'as énormément raison de le souligner. C'est un truc qu'on retrouve énormément chez les bourgeois qui veulent se glorifier. Je sais que Mathieu Pigasse, il a un peu cette rhétorique aussi. En mode, il n'a jamais voulu être élu. En mode, mais en fait, normalement, une élection, c'est pas toi qui veux, c'est le peuple qui veut t'élire. Mais en fait, parce que les bourges, ils savent très bien que la politique, c'est un choix de carrière comme un autre, que s'ils font le bon choix et qu'ils viennent du bon endroit, ils auront une place toute choisie qui leur sera ouverte et qui leur sera toute chaude préparée pour eux, quoi. Donc révolte face à l'injustice, face au conservatisme, face au manque d'imagination et à l'acceptation de la fatalité. Mais quel manque d'imagination, frère? Là, je suis en train de lire ton bouquin, il pue le manque d'imagination. Ton bouquin est nul. C'est mal écrit, ça raconte rien, ça ne révolutionne pas le genre. C'est vraiment un bouquin politique slop à la con. Qu'est-ce que tu parles de ta révolte face au manque d'imagination? Mais sois révolté face à toi-même. Mais bon, à un moment, ça va devenir un peu schizophrène. Même si t'as l'air d'avoir des petits problèmes personnels. Hein, mais bon. C'est à ses côtés que j'ai mes premiers souvenirs en politique. La première fois que je l'ai accompagné dans un bureau de vote en 95 pour voter Lionel Jospin, j'avais 6 ans. Oui, t'as des parents bourges qui parlent de politique, you're not that spécial. Genre, franchement. Blablabla, la manifestation contre Jean-Marie Le Pen dans l'entre-deux tours en 2022. J'avais 13 ans, on était contre l'extrême droite. Et ben putain, t'as bien changé. Il a grandi, le petit Gabriel, en tout cas. Hein. Maintenant, il va plus à la manif contre l'extrême droite. Parce que tu comprends, l'extrême droite, elle a changé en vrai. Bardella, on peut discuter avec lui et puis il est jeune. Aux côtés de mon père, j'ai forgé ma passion pour l'histoire, issu d'une famille juive. Lui, dont une tante avait été déportée, Apprends à écrire, je t'en supplie. Dont la tante avait été déportée, portée dans son être le poids du. S'il te plaît, arrête, pardon, désolé. Je me sens honteux pour mon grand-père déporté, tellement c'est mal écrit. Il savait que l'histoire était un éternel recommencement et qu'on tirait d'elle les leçons essentielles pour l'avenir. Bah, du coup, tu n'en
n'en as pas tiré des leçons parce que tu fais exactement pareil sur les musulmans, espèce de sale merde. Pardon. Alors que mes camarades de classe avaient droit à des histoires pour s'endormir, moi c'était des biographies de Napoléon. Des biographies au pluriel. En fait, je sais que tu mens. Ton père de gauche qui te lit des biographies de Napoléon tous les soirs avant de dormir. Ou alors c'est que ton père était pas si de gauche que ça. Hein, parce que être fasciné par Napoléon, surtout quand t'es... Attends, attends, désolé, pardon. Tu viens de nous dire à quel point tu es marqué par le martyr du peuple juif et tu te glorifies de lire des biographies de Napoléon. Tu veux qu'on te rappelle la politique de Napoléon vis-à-vis des juifs ou pas? Genre l'inversion totale du peu de choses qui avaient été grattées à la Révolution française sur l'accès à la citoyenneté égale. Oui, le retour de l'esclavage. Et éventuellement aussi, peut-être. Napoléon, c'est stylé quand même. Ah non, mais regarde, il a conquis toute l'Europe sur son petit cheval. Il s'est arrêté à la Russie parce que la Russie c'était trop dur. Mais regarde. D'accord, intéressant. Et j'avoue être resté fasciné par cet homme qui a montré que la force de la volonté pouvait soulever toutes les montagnes. La force de la volonté, de l'esclavage, de la colonisation, de l'antisémitisme. Ah ouais, d'accord, c'est intéressant tes idoles politiques. Parce qu'encore une fois, tu vois, ces livres, c'est des cracks. Franchement, ce genre de bouquin de politique, faut pas lire ça comme un narrateur en qui on peut avoir confiance. Gabriel Attal n'est pas du tout un narrateur en qui on peut avoir confiance. Il raconte n'importe quoi, il embellit tout. Ces livres politiques, leur objectif, c'est comme Marine Tondelier et sa veste verte, c'est ils te racontent des cracks et en fait, le récit est censé être un peu une allégorie de tout ce que tu dois savoir sur cet homme politique. Donc Gabriel Attal, tu dois savoir que c'est un mec un peu sensible, mais qui a de la volonté. Ok, c'est un peu mais il est un peu viril. Globalement, c'est ça que vous devez retenir de son bouquin, Gabriel Attal. Il a une poigne de fer, il a conscience des enjeux et il sait quoi faire même s'il a un côté un peu sensible et qu'il aime beaucoup les femmes dans sa vie. Tu vois, genre, voilà. C'est l'archétype parfait du centriste bourgeois que vous devez ressortir de ça. Donc évidemment que tout ça, c'est n'importe quoi et que c'est des cracks et que c'est faux. Mais du coup, quand tu réfléchis à la façon dont tu te mets en discours, bah, ça fait que les figures que tu choisis sont d'autant plus parlantes. Ça se trouve, je suis sûr que son père ne lisait pas des biographies de Napoléon au pluriel tous les soirs avant de s'endormir. Mais par contre, le fait qu'il ait choisi de nous faire croire ça en écrivant ça dans son bouquin, c'est très signifiant vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ce qu'il choisit de garder et de jeter dans l'histoire de France et ce qu'il choisit de passer sous silence. Là, en l'occurrence, juste l'esclavage, quoi, et la colonisation. Juste après avoir commencé son bouquin sur le fait de sous-entendre que globalement les musulmans, c'est tous des islamistes en puissance. Je me rends pas compte alors, mais longtemps, il a vécu tel un funambule, se mettant sans cesse en danger, parfois les siens avec lui. Ça l'a mal, car un mal l'a rongé à l'addiction. Ah oui, c'est ça. C'est sa façon de se faire plaindre dans les médias. C'est de dire que tu comprends, son père, il avait des addictions. Et en fait, ça fait que quelque part, Gabriel Attal, il a vécu un truc parce qu'il a connu l'addiction dans sa famille proche et que c'est pour ça qu'il veut mettre en prison tous les drogués. L'addiction au jeu d'abord. Il avait une passion vorace pour le poker et pouvait passer des soirées entières à jouer sans s'arrêter. Je me souviens de l'inquiétude de ma mère alors que j'étais enfant, qu'il guettait des nuits durant, blablabla. Mais son amour pour nous était plus fort que tout. Oui, c'est un connard égoïste, il vous faisait croire qu'il vous aimait. Je crois que ce sont les risques que cela pouvait nous faire courir qui l'ont convaincu de se faire interdire de jouer et de tout arrêter. Malheureusement, l'addiction au jeu semblait un sort enviable par rapport à d'autres addictions qui l'ont consommé un temps. La drogue. Quand on est enfant, on se rend pas compte de ce que fait son père. Avec mes sœurs, on était trop jeunes pour déceler son comportement étrange, irrationnel. Il enchaînait les cures de désintox. Mais il était producteur de cinéma, évidemment que c'était un junkie, enfin, tout le monde. 68 arts, producteur de cinéma, qui ça étonne. Oui, ok. Vous n'êtes pas spécial non plus. Alors peut-être qu'il raconte ça pour que les gens qui ont connu la question de l'addiction, notamment de l'alcoolisme, qui est ultra répandu en France, se sentent proches de lui. Mais genre, frère, ton daron avait de la thune en fait. Tu vis pas pareil l'addiction au jeu quand ta famille a de la thune que quand ta famille n'en a pas, malheureusement. Quand il nous gardait, il nous arrivait de vivre une forme d'angoisse qui ne se réveillait pas le matin. Il avait beau tenter de l'aider, l'addiction était plus forte. Je repense régulièrement au calvaire qu'elle a dû vivre, prise en étau entre l'amour qu'elle lui portait et la souffrance de le voir sombrer. Parler ainsi des addictions de mon père n'est pas facile. Et même en grandissant, j'ai mis du temps à admettre la réalité. Aujourd'hui, je la regarde en face et j'en tire une haine particulièrement tenace pour la drogue. Oui, parce que t'es incapable de détester ton père. En fait, il a tellement des daddy issues que soit il aime son père inconditionnellement, soit il doit le haïr inconditionnellement, ou alors il doit trouver quelque chose d'autre à haïr. Et comme il n'arriverait pas à aimer son père en comprenant qu'il est drogué, du coup il choisit d'haïr la drogue à la place pour protéger l'image immaculée de son père. Et en fait, tu peux très bien aimer son père malgré tu peux très bien aimer ton père malgré le fait que c'est un connard égoïste, et ça c'est le truc le plus difficile. Et c'est ce qui prouve que t'es encore un petit peu un enfant, quoi. Je hais la drogue. C'est quoi la drogue? C'est quoi la drogue? Déjà, on sait même pas à quoi il était addict, mais c'est quoi? C'est la coke. La coke, elle est méchante. Tu hais la coke. Tu vois un pochon, t'en demandes, ah, c'est pas bien. Non, c'est quoi? J'ai vu ces ravages de près sur un homme comme sur ses proches. Contrairement à beaucoup qui aiment se draper de morale, je ne juge pas. Je refuse de juger ceux qui tombent dans l'addiction. Mais je me battrai de toutes mes forces pour que la drogue ne puisse plus
plus arriver entre leurs mains. Ah bah c'est super. Je me battrai de toutes mes forces pour qu'aucune famille ne connaisse les ravages. Et encore une fois, tu vois, traiter la drogue uniquement au prisme de l'addiction, alors que la majorité des gens qui consomment des produits stupéfiants ne sont pas addicts. Bref, si m'a toujours été difficile d'en parler, c'est aussi en raison de la hantise que pouvait susciter en moi l'idée de dénaturer son image. Voilà. Encore une fois, désolé, mais en fait, pardon, hein, moi je suis un simple lecteur, je lis le bouquin de Gabriel Attal. Pour moi, c'est un enfant immature qui a pas réglé ses daddy issues. Je ne veux pas qu'il dirige la France, en fait. Si on veut que la politique soit du people, peopleisation totale de la politique, où tu votes pour une personne individuelle et pour ce qu'il représente, etc. Bah désolé, je ne veux pas être représenté par un mec qui a pas réglé ses daddy issues, pardon. Je l'ai admiré et il a été prêt à se sacrifier pour nous. Je l'ai admiré, je l'admire toujours. Mon père a marqué ma vie, il la marque toujours d'ailleurs. Il me semblait invincible tant il paraissait pouvoir se moquer de tout. Et pourtant, un cancer l'a emporté en quelques jours. J'avais 26 ans et il n'y a pas une journée où il ne m'a pas accompagné depuis. Les femmes de ma vie. Ma mère, Noémie, Fanny, Iris. La vie m'a offert une héroïne, ma mère. Ah oui, parce que, juste après avoir parlé de drogue, c'est quand même ironique de parler d'héroïne. Ah oui, ça c'est aussi le truc, c'est, en gros, il est en mode, il se raconte au travers de ses parents, et il sous-entend un peu, j'ai été élevé par une mère seule, c'est bourge de parents divorcés, et du coup, je comprends un peu les difficultés des mères seules et des mamans solo. Parce que j'ai eu une mère, j'ai eu des sœurs, et j'ai vu que c'était difficile, donc je vous comprends, les femmes prolétaires seules qui élevaient vos enfants. Mon père m'a donné le goût de la liberté, ma mère m'en a montré la voie. Après toutes les étapes de sa vie, elle a refusé les chemins tracés à sa place, tout comme la facilité. Issue d'une famille slave d'Odessa ayant fui les soviétiques. En quelle année elle les a fui les soviétiques, sa famille? Exactement. Au moment de la révolution ou au moment des grandes familles? Parce qu'en vrai, pendant les grandes famines, vas-y, ok, d'accord, c'est faire. Mais ça veut pas dire grand chose. Quand est-ce qu'ils ont. Quand? Dis-nous quand. Vas-y, dis-nous quand est-ce qu'ils ont fui les soviétiques exactement. Dans ma famille, il pouvait y avoir des remarques racistes ou antisémites. Mon grand-père n'était d'ailleurs pas insensible à certaines idées de l'extrême droite. C'est là où il est fait tout l'inverse chez ma mère. Elle en a tiré une soif d'indépendance dont le premier visage a été mon père. Quand ils se rencontrent, ils ont 15 ans d'écart. Mon père est déjà avocat, installé et père d'un enfant, tandis que ma mère commence ses études. Immédiatement, la famille de ma mère prend mon père en aversion, pour la différence d'âge bien sûr, mais probablement aussi parce qu'il était juif et de gauche. Sa mère, Marie de Kouris, née en 1964, salariée d'une société de production, descend d'une famille de Russes blancs d'Odessa d'origine grecque. Ok, d'accord, donc sa mère vient d'une famille d'extrême droite de Russes blancs anti-soviétiques, anti-communistes, et ok, d'accord. Oui, parce que c'est pas juste être une pauvre réfugiée qui a fui les soviétiques. Ils avaient de la thune pour fuir les soviétiques, hein, parce que vous inquiétez pas que les gens qui ont fui les grandes famines, qui ont fui l'Holodomor, etc., ils avaient pas la même thune que sa famille. Hein. Oui, et antisémites, hein. Issus d'une famille de Russes blancs antisémites qui ont fui les soviétiques. Bah écoute, d'extrême droite, félicitations, fascinant. Mais bon, évidemment, sa mère, elle est gentille, elle s'est même mariée à un juif, c'est la preuve que elle s'est révoltée contre son père. Quand ils se rencontrent, ils ont 15 ans d'écart, mon père est déjà avocat, blabla, c'est un juif de gauche. Pourtant, ma mère n'a écouté que son amour et sa passion. Elle a refusé de suivre les dictats de sa famille, refusé de se plier au rôle qu'on lui a assigné, et à 19 ans, elle s'est mariée en catimini avec mon père, lors d'un voyage en Guadeloupe, avec pour seul témoin le couple de propriétaires de l'hôtel où il séjournait. Cet acte d'émancipation n'a pas été sans conséquences, et pendant longtemps, ma mère a coupé les ponts avec sa famille. Force à elle, hein, parce que ça avait l'air d'une famille atroce. Mais pour elle commençait un nouveau combat, devenir mère. Malheureusement, la nature est parfois capricieuse, et mes parents eurent les plus terribles difficultés à m'avoir. Ils ont dû recourir à l'aide de la science. Ultra bizarre de dire ça comme ça. Et à une époque où les avancées médicales n'avaient rien à voir avec la situation d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire partie de la première génération d'enfants nés de fécondation in vitro en France. Pourtant, ma mère a dû apprendre à se débrouiller seule. Je n'avais que 7 ans quand mes parents ont divorcé. Pour ma mère, âgée de 32 ans à peine, sans diplôme, sans expérience professionnelle et déjà maman de 3 enfants, c'était une nouvelle vie qui commençait. Attends, elle faisait pas ses études, je comprends pas. Car si mon père avait très confortablement gagné sa vie, les pertes au jeu et l'absence d'activité professionnelle durant plusieurs années avaient changé la donne. Il ne pouvait pas aider ma mère autant qu'il le souhaitait, et la rupture allait donc avoir des conséquences financières pour elle. Des conséquences que toutes les femmes divorcées connaissent et qui restent parmi les injustices les plus criantes de la société. Du jour au lendemain, à la maison, l'argent était devenu une question. Pardon, hein, mais je relate dans le sens où c'est vraiment un truc de bourgeois. Ah, pour la première fois, vous êtes posé la question de l'argent? Et c'est ça le grand choc de votre vie? Parce que pour la première fois, vous avez compté les sous? Vous êtes au courant qu'il y a des gens, ils ont une famille aimante, pas divorcée, les 2 parents qui sont là, et ils comptent quand même les sous. Hein. En fait, les bourgeois, très souvent, ils ne se remettent jamais du premier moment où ils ont dû commencer à compter des sous, où ils ont dû commencer à réfléchir à l'argent. Parce qu'en fait, il y a un tel tabou de l'argent qui est enseigné notamment dans la petite bourgeoisie intellectuelle. La bourgeoisie financière, c'est un peu autre chose en vrai de vrai, mais à chaque fois, t'as un truc de on ne dit jamais aux enfants combien coûte ci, combien coûte ça, on ne parle jamais d'argent. En famille, c'est vraiment un tabou, etc. Et particulièrement chez les bourgeois. Et du coup, genre, très souvent, vous allez avoir des potes bourges qui vont faire leurs études à Sciences Po. Et leurs parents vont leur verser un peu de thunes. Et du coup, ils vont être en mode oh, c'est terrible. Je connais les difficultés d'argent parce que mes parents ne me versent que 400 € par mois, en plus de mon appart qu'ils me payent pour faire mes études. En fait, je comprends ce que c'est la difficulté, en fait, et je comprends. Et ces gens-là deviennent insupportables parce
que dès qu'ils se retrouvent pour la première fois dans une situation d'indépendance financière, et forcément au début de ta vie où c'est un petit peu la galère, ils sont persuadés d'être les prolos à full time. C'est infernal. J'ai eu la chance immense de ne manquer de rien. Attends, du coup, je comprends pas. L'argent est une question ou t'as manqué de rien? Donc l'argent c'était une question, mais ça va, on avait de l'argent. Donc du coup, c'était pas une question. C'est juste, il y avait une angoisse sur l'argent, mais t'as manqué de rien. Donc. Et si c'est le cas, je le dois à ma mère, à sa volonté inébranlable de s'en sortir et à son travail acharné. S'il y a une chose qui marque un enfant, c'est de voir sa mère pleurer. Et maintes fois, je me rappelle l'avoir vu ou entendre fondre en larmes, fondre en sanglots après nous avoir couchés, mes sœurs et moi. Pas des pleurs de regret ni de tristesse. Je le sais aujourd'hui, mais des pleurs d'épuisement et d'angoisse de ne pas y arriver. Je suis infiniment fier d'elle et reconnaissant pour tout ce qu'elle m'a appris. La force du travail. Et t'as appris la force du travail. Le mec qui a fait toute sa carrière dans la politique et qui a même pas écrit le propre bouquin, qui a même pas écrit le bouquin qu'on est en train de lire. La force du travail. Oui, la force du travail, c'est, oui, on dirait deux fois un slogan d'extrême droite. C'est vraiment un truc, genre ça ne veut rien dire. Encore une fois, ça ne veut strictement rien dire. Elle était mère au foyer au moment du divorce et avait dû apprendre un métier sur le tas. Elle avait trouvé un emploi d'assistante monteuse dans l'audiovisuel et passait ses journées dans des salles de montage dans un environnement très masculin où les mains baladeuses n'étaient pas rares. Oui, elle a quand même trouvé dans l'audiovisuel, quoi. Elle est pas allée à l'usine. Chaque jour, elle travaillait jusque tard et revenait pour commencer sa deuxième journée, s'occuper de mes sœurs et moi. J'ai vu en face ce quotidien des mères célibataires, encore aujourd'hui trop souvent livrées à elles-mêmes, pour qui les services publics ne s'adaptent pas assez, auxquels les politiques ne pensent pas assez. T'as fait quoi du coup quand t'étais Premier ministre? Parce que moi j'adore, hein. Moi je vous aime trop les hommes politiques, hein. Vous aimez trop parler de vos parents prolos, genre c'était comment il s'appelle l'autre con là, Olivier Dussopt. Il défendait la loi pour étendre l'âge de la retraite à 64 ans et il faisait ouin sur les plateaux télé pour dire que ses parents c'était des prolétaires qui n'avaient aucun argent, qui étaient des ouvriers, etc., etc. Bah du coup t'as fait quoi pour tes parents ouvriers à part étendre l'âge de la retraite en fait, à part leur cracher à la gueule? Et du coup toi Gabriel Attal, t'as fait quoi pour les mères célibataires pendant que t'étais Premier ministre? T'en as fait ta priorité? T'en as fait une priorité de lutter contre les inégalités structurelles que vivent les femmes célibataires? Bah non en fait, t'as fait une politique d'austérité de merde, tu t'en es battu les couilles. En fait, juste arrêtez de parler de vos... En fait, ne parlez pas de à quel point les souffrances de vos parents et les difficultés qu'ils ont eues vous inspirent au quotidien si vous ne faites rien pour que d'autres aient à subir ça. Si tu fais rien pour que d'autres aient à subir ça, ça veut dire que t'es en mode, les femmes célibataires, c'est bien que vous souffriez, comme ça vous aurez des gosses qui vont être inspirés par vous. Crever, ce sera inspirant quoi. C'est tellement pas sa priorité qu'elle est en deuxième dans le bouquin. Oui en plus, parce que là on est sur la partie du bouquin qui parle de ses repères dans la vie, ses ancres, qui l'a inspiré. Il a commencé par son père quand même. Prophète mais pas trop, hein, attention. Hein. Il a quand même commencé par le père connard individualiste qui aime sa liberté plus que tout. Addict, ça arrive à tout le monde, c'est pas sa faute, etc. Tu vois, bon voilà, mais immense bourge, producteur de cinéma, avocat, etc. Il a évidemment commencé par lui, hein, pas par sa mère. Hein. En même temps, je pense que ça devait être difficile de chanter les louanges de son père après avoir parlé des souffrances qu'a subi sa mère. Je pense que ça aurait été un petit peu indécent, tu vois. Pas qu'avec les femmes annexes. Oui, en plus, sa mère, elle est avec ses sœurs, voilà. Il a vraiment fait un chapitre. Mon père, je l'aime, c'est vraiment ma boussole, c'est vraiment, je l'admire. Et, ah ouais, les meufs là, toutes les meufs. Toutes les femmes de ta vie, sexy. Après le divorce de mes parents, j'ai senti l'odeur du tabac, je la sentais dans ses cheveux alors que je l'embrassais. Elle ne fumait pas, mais toute la journée autour d'elle, ses collègues fumaient à l'intérieur de la salle de montage, véritable aquarium, et elle l'acceptait sans pouvoir broncher. Oh là là, waouh, j'étais choquée parce que ma mère, elle sentait la cigarette parce que les hommes, ils fumaient autour d'elle. Ok, d'accord. Il y en a leurs darons, ils avaient le dos cassé quand ils rentraient de l'usine, ou même genre, ils avaient encore le tic-tac des machines dans la tête. Mais bon, apparemment, c'était terrible de sentir l'odeur de la clope dans les cheveux de sa mère, quoi. Des années plus tard, cette odeur s'est rappelée à nous plus acre que dans mes souvenirs, alors que je venais d'être nommé ministre des comptes publics. Ma mère nous a révélé être atteinte d'une tumeur cancéreuse au poumon. Intérieurement, le souvenir du cancer de mon père m'avait rattrapé. J'étais terrifiée à la simple idée que ma mère puisse à son tour, et bien trop tôt, nous quitter. Mais grâce à sa détermination et au travail exceptionnel des soignants qui l'ont entourée, elle s'en est sortie et a vaincu la maladie. Parce que c'est bien connu, vaincre la maladie, c'est une question avant tout de détermination, et la maladie, c'est un combat, tu la bats. Du coup, tous les gens qui ont succombé à leur cancer, vous avez perdu. Voilà, j'étais pas assez déterminé, je pense. C'est une question de mindset, quoi. C'est vraiment, en fait, ce qui est fascinant, et je dis pas qu'il a fait exprès de dire ça, tu vois, mais ça fait vraiment partie des impensés. Ce qui est fascinant chez les gens, c'est leurs impensés. À quel point, dans leur formulation, se niche toute leur vision, notamment pour les Gabriel Attal, etc., toute leur vision individualiste, bêtement et violemment méritocrate. Et quand je dis méritocrate, c'est version capitaliste, et c'est pas la version égalitaire. Hein. Bêtement méritocrate, bêtement individualiste, et banalement, enfin, c'est vraiment la banalité de leur truc qui se niche là-dedans, tu vois. T'as le truc banalement méritocrate du cliché de grâce à ses déterminations, elle a vaincu la maladie. T'as le père génial, t'as genre le truc du mec qui veut faire le prophème, mais qui noie son proféminisme dans une espèce d'impensé misogyne bizarre de foutre toutes les femmes dans le même panier et son père sur un piédestal. Genre, t'as vraiment des trucs où c'est criant ouais, enfin, genre, ouais.
Enfin, ma mère m'a appris qu'il n'y avait rien de plus important que la liberté. Attends, du coup, c'est ton père qui t'a appris ça ou c'est ta mère? Parce qu'au début, il a dit: mon père m'a appris l'importance de la liberté car il était libre, etc. Ma mère m'a appris qu'il n'y avait rien de plus important que la liberté. Littéralement, son introduction s'appelle liberté. Genre, c'est bon, on a compris la liberté. Tu es gay, tu peux faire des bisous aux garçons, tu es libre et comme ça, les ouvriers, ils ont qu'à fermer leur gueule. On a compris, c'est bon, la liberté, gna gna gna, la droite. Mais c'est pas de la liberté, votre connerie, c'est de l'aliénation. J'ai grandi entouré de femmes et je crois que j'ai appris auprès d'elles bien plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer sur notre société. Ça veut rien dire. J'ai appris auprès d'elles bien plus que je n'aurais pu l'imaginer sur notre société. Croyez-le ou non, mais en fait, on apprend des trucs avec les femmes. Hein. Genre, les femmes, elles peuvent nous apprendre des trucs. Genre, c'est fou, j'aurais jamais cru, quoi. C'est dingue. Et si ma mère est mon héroïne, mes sœurs sont mes piliers. Noémie, d'abord, de 15 ans, mon aînée, qui s'est énormément occupée de moi quand j'étais petit. Elle aussi a choisi la liberté, décidant de travailler de sa passion et de se lancer dans le milieu de la mode. Bien évidemment, travailler dans le milieu de la mode n'est qu'une question de saisir sa liberté, d'exercer purement sa liberté. C'est pas une question de réseau, c'est pas une question de thunes, c'est pas une question de piston. Non, c'est uniquement choisir la liberté. En fait, voilà, les gens dans le chat, là, les gens qui sont fascinés de mode et qui peuvent pas faire leur métier passion, alors qu'ils sont coincés à être des petites mains et à se faire chier dessus par les gens qui sont au-dessus et qui peuvent avoir la passion, etc. En fait, c'est votre faute. Vous n'avez pas choisi la liberté. Fanny, ma sœur cadette, ensuite. J'admire sa sensibilité, sa gentillesse, son dévouement pour les autres. Je crois que c'est précisément ce qui l'a poussée à devenir avocate. C'est bien connu, pour être avocat, il faut avant tout être sensible, gentil et dévoué. C'est avocate dans quel domaine? Parce qu'avocate, ça veut pas dire grand-chose. Tu peux très bien défendre les victimes de violences policières, ça m'étonnerait. Ou être avocate d'affaires et défendre les entreprises. Bon... Oui, elle par contre, elle est pas libre. La grande sœur, elle est libre. Celle d'en dessous, elle est gentille. Voilà. Et la troisième, du coup, elle est sensible. Attends, parce qu'il faut pas confondre. Fanny, elle est sensible. Et Iris, elle a une immense sensibilité, parfois éruptive. Nous avons des caractères assez proches. Nous avons passé notre jeunesse à nous disputer pour le plaisir de nous réconcilier quelques minutes plus tard. Orthophonie spécialisée dans l'accompagnement des enfants sourds. Elle a choisi de dédier sa vie aux autres pour les aider à s'avancer. C'est marrant, quoi. Genre vraiment, les meufs, elles font des trucs altruistes, tu vois. Genre, c'est vraiment, genre, c'est... Waouh, en fait, mes sœurs. Comme c'est des femmes, elles sont sensibles. Et du coup, elles m'apprennent des choses sur le monde. Okay. Mais par contre, lui, qui cherche encore l'admiration de son père, qui a été ultra choqué par le fait de sentir de la cigarette dans les cheveux de sa mère, lui, il est pas sensible. Lui, c'est un homme rationnel, mais qui a appris auprès de ces femmes. Ce sont elles aussi qui m'impressionnent chaque jour et m'ont montré que les femmes devaient se battre 2 fois plus que les hommes pour y arriver. C'est ainsi que ma sœur Noémie s'est fait licencier pendant son congé maternité pour avoir décidé de le prendre. Ainsi que Fanny a découvert qu'elle était moins payée que l'un de ses confrères avocats dans le même cabinet, avec pourtant la même ancienneté et les mêmes diplômes. C'est ainsi encore qu'Iris m'a dit souvent avoir peur dans la rue lorsqu'elle rentre tard chez elle le soir. Bref. J'ai vécu la révolte de ces injustices avec elle, tout comme celle des petites discriminations et inégalités du quotidien. Elle me révulse. Je vous parle avec sincérité et transparence. Je suis choqué par les inégalités. Je ne supporte pas quand je pense aux inégalités, ça me mal, quoi. Je tape du poing sur la table, ça me choque. T'as été Premier ministre. T'as fait quoi? À part interdire la baya, à part renforcer la police du vêtement sur les gamines musulmanes en leur interdisant de porter quoi que ce soit d'un petit peu long, t'as fait quoi? Oui, parce que visiblement, là, on a 3 problèmes. On a une sœur s'est fait licencier pendant son congé maternité. T'as mis en place un truc vraiment pour obtenir réparation, obtenir sanction auprès des entreprises qui font ça. Fanny, elle a découvert qu'elle était moins payée qu'un de ses confrères avocats. T'as fait un truc du coup pour les inégalités de salaire. Iris a dit souvent avoir peur dans la rue quand elle rentre chez elle tard le soir. Bon, alors là, pour le coup, ils ont fait des trucs sur le harcèlement de rue. Mais bon, malheureusement, toutes les féministes disent bah, vous êtes bien gentils, mais en fait, Iris, elle devrait avoir peur de son mec quand elle rentre le soir. Bah, d'un arabe dans la rue, en fait. Ah oui, c'est vrai, le nombre d'inspecteurs du travail a encore diminué. Merde, mais du coup, ça va être dur pour Noémie et pour Fanny. Ça va être difficile quand même s'il y a moins d'inspecteurs du travail. Si vous faites en sorte que. Bah, du coup, comment on peut aider Noémie et Fanny, du coup, si vous faites ça? Mais ça, tu vois, c'est vraiment. Enfin, ça, pardon, hein. Mais c'est vraiment le cliché du prophète qui utilise juste les femmes comme des trophées pour se glorifier lui-même. Alors, il a des femmes incroyables qui composent la tapisserie de sa vie, mais par contre, politiquement, il va rien faire pour leur faciliter la vie. Bon, déjà, c'est des bourges, alors elles ont moins besoin de se faire faciliter la vie que la plupart des femmes françaises. Déjà, il y a quand même un effet de minorité et de majorité, mais même là-dedans, même pour ces sœurs bourges, leur vécu, leur souffrance, leurs difficultés ne servent que de leçons de vie à Gabriel Attal. Pas d'apprentissage de transformation de la société, pas d'inspiration militantisme. Non, c'est juste une leçon de vie. Voilà. Elles doivent être inspirantes, mais elles peuvent jamais être actrices de quoi que ce soit. Bon, pour ici, je propose qu'on s'arrête là, parce que bon, globalement, c'est intankable, c'est creux, c'est vide. Donc en gros, dans son bouquin, il raconte sa vie et dit regardez, j'ai été Premier ministre pendant 6 mois, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai été Premier ministre en fait. Et j'étais le premier Premier ministre le plus jeune et c'était trop stylé, le Premier ministre gay, c'était trop stylé, etc. Bon, globalement, un bouquin vide qui ne change absolument rien des canons du genre, du bouquin de marketing politique à la con. Marine Tondelier aurait pu écrire le même, sauf que elle
elle a l'avantage d'être une femme. Donc bon, tous les trucs pro-femme et encore moins, même si bon, en vrai, les femmes ne sont pas exemptes aussi d'utiliser les autres femmes comme toile de fond de leur propre vie. Bref, c'est plutôt un truc d'instrumentalisation des situations de domination qu'une question de genre, même si c'est beaucoup les mecs qui font ça parce que bah, les mecs sont plus nombreux en politique. Bref, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'en a pensé Quotidien. Parce que, croyez-le ou non, le chroniqueur de Quotidien, qui va présenter le livre de Gabriel Attal, a fait Sciences Po avec lui. Décidément, c'est pour des petits. Et du coup, en fait, ils étaient dans la même promo et tout. Genre, ils ont fait Sciences Po ensemble et tout. Et du coup, genre, trop marrant. Et aussi, pourquoi je veux savoir ce que Quotidien en pense, c'est que bah, Quotidien, c'est le lectorat de ce genre de bouquin, tu vois. C'est les gens pour qui Gabriel Attal, quand même, il est gay, quoi. Et il est jeune. Donc c'est bien. Parce que c'est bien d'être jeune et gay et progressiste. Et qu'en fait, Gabriel Attal, c'est peut-être le renouveau du macronisme. Peut-être, on a envie d'y croire. Donc en fait, les chroniqueurs de Quotidien, c'est vraiment le public cible du bouquin de Gabriel Attal. Donc je suis curieux de savoir comment ce bouquin a rencontré son public. Ce soir, le livre d'un homme libre, Gabriel Attal. En homme libre, pourquoi? Parce qu'il est désormais libéré de Macron, parce que du coup il chie sur Macron dans son bouquin en disant que Macron il a été méchant avec lui pendant la dissolution, parce que lui il voulait être Premier ministre, il a empêché de rester Premier ministre, et méchant, parce que du coup en fait à cause de lui il a pas été Premier ministre assez longtemps, il est frustré. Et donc, libre de ne pas avoir à faire face au bilan du macronisme quand il se présentera à la prochaine présidentielle, parce que c'est surtout ça qui est important, c'est ne pas avoir à répondre de quoi que ce soit qu'il ait fait pendant qu'il était au pouvoir, parce que vous comprenez, Macron il était méchant. Alors on va se dire encore un énième livre politique. Mais ne vous inquiétez pas, le livre est différent. On peut se dire un énième livre politique. Mais je vais vraiment vous en parler, parce qu'en fait, c'est intéressant. Alors Gabriel Attal, il a souvent été brocardé comme le roi de la com, une espèce de droïde à éléments de langage, et on a un peu l'impression d'être un peu une prune quand on tombe dans le panneau et qu'on se prend d'intérêt pour ses mémoires jusqu'au point de les finir. Ah, donc le mec il a déjà dit, c'est vide, c'est creux, et je me suis un petit peu senti con d'avoir tout lu jusqu'au bout. Ok, d'accord. Donc comment? Parce que rappelle, il est censé nous le vendre, le bouquin. Rappelle que il va essayer de vous vendre le bouquin en disant bon alors c'est creux, c'est vide et on se sent con quand on lit ce bouquin. Mais je vais quand même vous le vendre parce que moi j'aime bien Gabriel Attal et je suis un petit peu jaloux de lui. C'est pas un livre révolutionnaire du tout, c'est un exercice très convenu. Ça c'est une façon de dire, le livre est chiant. Gabriel Attal, il liste tout ce qu'il a accompli quand il était à Matignon pendant 6 mois. Le mec il était Premier ministre pendant 6 putains de mois, même pas suffisant pour produire un enfant. Et il se dit vas-y je vais en faire un bouquin quand même. Non mais est-ce qu'on peut parler du fait que désolé mais leur culte de la jeunesse c'est un culte du vide. Pardon mais ce mec il a rien vécu de sa vie et il croit qu'il va nous raconter ses mémoires là. Non mais attends mais c'est quoi la connerie? Bref. Il serait beaucoup plus sympa qu'avec un livre d'insoumis comme c'est bizarre et pas orienté. Bah en fait il est beaucoup plus sympa qu'avec un livre d'insoumis parce que le problème c'est que les livres des insoumis c'est de la théorie. Mais Mélenchon tous les bouquins qu'il écrit c'est des bouquins de théorie. C'est des bouquins où il est en mode vas-y je mets à jour mon logiciel théorie. Donc forcément qu'il serait pas content vu qu'il est pas d'accord avec le fond de la théorie. Et ça rejoint leur ligne d'émission qui est toujours sur la forme et jamais le fond. Exactement. C'est génial parce qu'en fait avec les gens comme Gabriel Attal, avec les gens vides comme ça, même comme Marine Tondelier, et puis moi j'adore ça en tant que streamer, c'est une des facettes de mon métier. Mais en fait c'est d'autant plus facile d'analyser les gens qui sont complètement creux parce que t'as pas à parler de fond, t'as que à parler de forme. Et alors là analyser la forme c'est vraiment c'est le truc le plus simple à faire hein. Franchement tu sors 2-3 comparaisons de ton chapeau, tu mets un petit peu d'ironie convenue et un petit peu de cynisme avec l'air de ne pas trop y toucher tout en disant des banalités sur ce que disent les gens en mode oh il a dit ça veut dire donc que sa stratégie il a dit qu'il voulait se démarquer pour la présidentielle de 2027, ça veut donc dire qu'il aura une stratégie très personnelle. Et là t'as fait une analyse, il y a tout le monde sur Quotidien qui est en mode waouh incroyable, c'est un analyste de la politique. Il relate ses rencontres avec les Français qui l'ont ému, etc., etc. Tous les codes du livre politique sont là. Il a rencontré, ça c'est vraiment les clichés du livre politique, j'en peux plus. J'ai parlé à des gens, du coup je vous comprends. Et alors du coup tous les politiques écrivent des bouquins, ils parlent à des gens. À chaque fois ils parlent à des gens qui sont d'accord avec eux et disent regardez c'est la preuve que du coup ils sont pas d'accord entre eux donc on sait toujours pas quoi. Genre. Mais apparemment il y a des gens qui sont d'accord avec toi donc c'est censé te valoriser. La France profonde t'approuve secrètement donc en fait ça veut dire que ton destin c'est de nous diriger. Et il faut le dire, il enfonce les portes ouvertes les unes après les autres à tel point qu'on peut se dire qu'en 340 pages il aurait pu sacrément dégraisser le mammouth en faisant l'économie de phrases comme les suivantes. Il faut redonner ses lettres de noblesse au dialogue social. Oui. Si nous voulons que le travail émancipe vraiment, il faut qu'il s'exerce dans les meilleures conditions possibles. Vivre mieux, c'est veiller à la santé de chacun. Les agriculteurs sont l'honneur de notre pays. Nous devons les écouter et les défendre. Waouh, non mais les gens ce n'est pas vide, c'est un
programme politique à part entière. Genre moi, quand je vois ça, je sais exactement quelles sont les mesures qu'il va mettre en place quand il sera président, quoi. Genre c'est vraiment, je comprends parfaitement sa vision du monde. Dialogue social, les agriculteurs, les conditions de travail. Il parle de meilleures conditions possibles alors que ce mec a soutenu la loi travail qui a détruit le code du travail. Attends, mais Antoine, attends, le mot-clé, c'est possible. Le mot-clé, c'est possible. C'est quoi les meilleures conditions possibles s'il considère que les conditions optimales sont impossibles? C'est quoi les meilleures conditions possibles si la possibilité est définie par les patrons? Dans ce cas, les meilleures conditions possibles, c'est ce que les patrons veulent bien céder. Des phrases comme ça, il y en a à peu près chaque page et c'est compliqué de faire plus consensuel, mais... Ah, mais, alors du coup, donc le mec il dit, le bouquin est vide, c'est creux, il y a des formulations de merde, c'est un cliché parmi les clichés du genre, mais je vais quand même le sucer parce qu'on est à quotidien. Le livre vaut mieux que la com qu'il y a autour. En fait, le plus intéressant, c'est quand Gabriel Attal parle de lui. Attends les gens, on a lu le même livre. Le plus intéressant, c'est quand il parle de lui. Bah alors non, c'est justement le moins intéressant. Autant parce que désolé, quand il parle de politique, de son islamophobie, etc., tu peux comprendre à quel point c'est un droitard ce mec. Donc tu peux avoir une analyse politique. Quand il parle de lui, c'est les passages les plus creux et les plus inintéressants du bouquin. Il est vraiment en mode oh là là, et puis mon papa je l'aimais beaucoup, et puis j'ai eu des femmes dans ma vie, du coup je comprends les femmes, et puis moi vous comprenez, je suis homosexuel, et en fait on m'a harcelé quand j'étais petit, et du coup je suis vraiment spécial. Alors c'est vraiment le mec, c'est un copier-coller de tellement... Enfin, bref. C'est un homme qui a vécu quelque chose d'inédit. Il est devenu ministre à 29 ans, il est devenu Premier ministre à 34 ans. Et donc il est la preuve vivante que bah parfois quand t'es jeune t'es un peu trop incompétent et que ça sert à rien de faire le culte de la jeunesse, parce que c'est pas avoir un ministre jeune qui en fait un meilleur ministre, et qu'en fait bah oui c'est un mec complètement incompétent qu'on a mis à des responsabilités juste parce que bah il était dans le moule parfait du macronisme quoi. Genre ce mec c'est une espèce d'ectoplasme et on est censé le trouver intéressant. Ok, intéressant, chouette. Et si ça m'a intéressé moi, petite anecdote perso, c'est parce que j'étais à Sciences Po avec Gabriel Attal et que je me souviens qu'à l'époque... Ah bon? Tu étais à Sciences Po avec Gabriel Attal? Mais c'est fou ça, tu as côtoyé des grands hommes, dis-moi. Je me souviens qu'à l'époque, tout le monde se foutait de lui, tout le monde se moquait de son ambition, en disant qu'il avait les dents trop longues, que ça allait finir par se voir, qu'il allait finir dans le mur, comme plein d'autres qui rêvent de devenir ministre. Et aujourd'hui, on se moque beaucoup moins de lui et on est tous bien bluffés par l'ascension. Ça me désespère, hein, mais ayant fait Sciences Po, je comprends parfaitement ce qu'il est en train de décrire. Désolé, mais c'est désastreux pour Sciences Po ce que tu racontes. Moi, ça me va, hein, c'est vraiment... Bref, loin de moi de défendre cette école. Donc ça veut dire que genre, vous êtes bluffé par un mec creux qui a sucé des bites. Pardon, pas la partie sucer des bites, pas dans le sens homosexuel. Attendez. Par un mec complètement vide, qui a passé sa vie à sucer pour avoir la moindre petite place, alors que ce mec est complètement incompétent et ne sert à rien. Du coup, qui a atteint les plus hautes sphères de l'État à une période du plus grand vide politique qu'on ait jamais connu en France. Et ça vous bluffe, ça. Ça vous bluffe qu'un arriviste soit arrivé. Ça vous bluffe qu'un mec creux ait réussi dans le macronisme. Ça vous bluffe qu'un mec ambitieux n'ait aucune personnalité. Alors, il y a évidemment énormément de storytelling autour de tout ça, mais c'est quand même rare qu'un Premier ministre se livre à ce point-là sur sa vie. Mais en fait, Premier ministre, déjà, il est plus Premier ministre. Et de deux, il a été Premier ministre 6 mois. Est-ce que ça compte? Genre, est-ce que ça compte d'avoir été Premier ministre 6 mois? C'est rare qu'un Premier ministre, déjà, ils le font tous. Et en fait, dites-vous, c'est ça qui est fascinant, c'est que dans la mentalité de quotidien, il y a une déférence au pouvoir. C'est que eux, ce qui les fait bander, c'est qu'il ait approché le pouvoir. Ce qu'il en a fait, comment il y est arrivé, ça, on s'en bat les couilles. Ce qu'il pense politiquement, on s'en bat les couilles. Il a approché le pouvoir et il était un peu proche de moi. Donc en fait, tout ce qui se rapproche du pouvoir, c'est en mode, on ne peut pas en parler. On ne peut que admirer, et c'est pas, voilà, on ne peut pas critiquer ça parce que c'est la preuve que c'est quelqu'un qui a réussi, quoi. Il y a vraiment cette espèce de culte et de déférence envers les puissants, quoi. Quand il est nommé ministre des Comptes publics, il raconte l'avalanche de textos qu'il a reçus de gens qui lui demandent des faveurs fiscales. Évidemment, il l'a pas fait. Et le deuxième passage le plus haletant, j'ai trouvé, c'est quand il raconte les coulisses de la dissolution. Alors on connaît un peu l'histoire, mais lui, il raconte dans le détail la façon dont Emmanuel Macron l'a complètement baladé jusqu'à la dernière seconde. Et voilà, regardez, voilà. Donc ce qu'il faut se rappeler quand même, il raconte qu'il a reçu des textos de gens qui voulaient frauder les impôts. Donc sous-entendu, il est incorruptible. Sous-entendu, il est pas corrompu vu qu'il le dit, qu'il a reçu des textos. C'est honteux, vraiment, les gens qui veulent s'arranger avec les règles, etc. Donc c'est, voilà, sous-entendu, il est pas corrompu. On n'en sait rien, ça se trouve, il est full corrompu. Mais comme il raconte dans son livre qu'il a reçu des textos de gens qui voulaient frauder et qu'il ne l'a pas fait, c'est la preuve que c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Vous voyez, voilà, c'est ça l'utilité du truc. Et l'autre truc, c'est le sempiternel récit de la dissolution et que Macron a été méchant avec lui. Du coup, quand vous parlerez de Gabriel Attal, arrêtez de penser à Macron. Hein, voilà, oubliez Macron, je sais que tout le monde déteste Macron, mais si on peut détacher Attal de Macron, bah peut-être que vous pourrez peut-être retomber dans le panneau du macronisme.
Un peu de coulisses, beaucoup de persos, pas mal de langue de bois. C'est le livre de Gabriel Attal, édition de l'Observatoire, 22 €. Et Quotidien arrive quand même à sucer ça. Parce que c'est un peu vide. Ça parle de pouvoir et eux, ça les fait un peu bander. C'est un peu leur classe à eux, quoi. Genre, c'est littéralement, ils étaient à Sciences Po ensemble, quoi. 22 balles pour un bouquin complètement vide. Il le dit lui-même, tu vois, il arrive à peine à sucer. Tu sens qu'il veut sucer, mais qu'il est quand même un peu obligé de dire que c'est creux, quoi. Et du coup, il est en mode, non, mais quand même, c'est intéressant parce qu'il raconte la dissolution que bien sûr personne n'a raconté jusqu'ici. Donc voilà, 22 €, vous pouvez l'acheter. Parce que quand même c'est stylé, il a été Premier ministre quoi. Pendant 6 mois certes, mais il était jeune quoi. Bon, il était incompétent, il a rien foutu, mais enfin c'est stylé quoi. Qui peut en dire de même quoi. Toi tu faisais quoi quand t'avais 30 ans quoi. Il dit que tout le monde se foutait de lui et que la meilleure partie du livre est quand il se fait humilier par Macron. Oui, en plus, oui, j'avoue, ça en fait vraiment une victime, quoi. En mode, ouais, à Sciences Po, tout le monde se foutait de sa gueule. Et dans son bouquin, il raconte comment Macron se foutait de sa gueule aussi, quoi. Alors, c'est en mode, oui, ok, donc c'est une victime éternelle, ce gars, genre. Ah, enfin bref. Surtout que Quotidien n'avait pas mentionné une seule fois l'islamophobie du bouquin. Après, c'est qu'ils veulent distribuer les bons points. Ah, mais bien sûr, mais parce que Quotidien, ils s'en battent les couilles de l'islamophobie. Et surtout, est-ce que tu crois vraiment que la partie qu'on a lue, ultra-islamophobe, eux, ils vont identifier l'islamophobie là-dedans? Non, ils vont se dire, ah, c'est vrai que l'islamisme, c'est dangereux. Enfin bref, donc voilà, c'était l'autobiographie ultra gênante et creuse de Gabriel Attal. Je trouve ça fascinant. Moi, franchement, je trouve que ça fascinant les bouquins de politique parce que genre, c'est vraiment une formule unique. C'est vraiment un exercice que je ne comprendrai jamais. C'est vraiment genre, à quoi ça sert de raconter l'origin story de ta veste verte? À quoi ça sert de raconter que oh là là, t'as des sœurs et du coup elles t'ont appris des choses. Genre, en fait, parlons de politique en fait. Genre, même si tu veux nous parler de ta vie privée, donne-en une conclusion politique. Pas de dire j'ai beaucoup appris. Et t'as appris quoi? On saura jamais. Et t'en as tiré quelle conclusion? On en saura jamais. Et d'ailleurs, t'as été Premier ministre et on a vu que t'en as rien fait. C'est pas tant le contenu qu'un prétexte pour aller sur les plateaux. Oui, en vrai, c'est plutôt ça. En vrai, je pense que personne n'achète ça. Genre, c'est juste. À part Bardella, mais parce que il y a un côté un peu fangirl et fanboy au RN autour de Bardella. Il y a le côté gendre idéal, etc. Mais genre, juste, c'est. Et vendre, ça permet de faire des rencontres, c'est des prétextes à ça et tout. Mais genre, oui, ça sert surtout à aller sur des plateaux télé. Et Attal en a bien profité. Il est allé sur C'est à vous, il allait sur plein de trucs pour dire vous comprenez. Moi, ma mère, je comprends les femmes seules parce que ma mère, elle était divorcée. Voilà, genre c'est. À la limite, tu utilises ta vie privée pour faire l'annonce d'un propos politique ensuite. Bah oui, sauf qu'en fait, ils le font jamais. Ils le font jamais. Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment une rupture personnelle entre Macron et lui. C'est un storytelling intéressant. Oui, en plus, oui, de fou. Mais parce qu'au moment de la dissolution, il a vu que Macron lui avait un petit peu coupé l'herbe sous le pied de ses ambitions, parce que aussi Macron se méfie des ambitieux qu'il peut y avoir autour de lui. Et Dieu sait que Gabriel Attal est un ambitieux. Et du coup, il en a profité pour dire tiens, c'est le moment de sauter du train Macron, de me plaindre publiquement de lui et de commencer à détacher mon image de lui. Comme ça, j'aurai encore un avenir politique parce que tout le monde sait que Macron, c'est un suicide politique. Et ah oui, et d'ailleurs YouTube, avant que j'oublie, si tu as aimé cette lecture, si tu as aimé décortiquer le bouquin de Gabriel Attal, n'hésite pas à t'abonner, à liker, voire même à faire des dons sur le Tipeee si tu aimes bien le travail que je fais ou le travail que fait la Zawa Prod. Si tu me découvres aujourd'hui, n'hésite pas à nous soutenir, c'est hyper chouette. Et en tout cas à liker, à commenter, à partager pour aider la vidéo à se démarquer contrairement à Gabriel Attal avec son bouquin. Voilà.